Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre exploration de Mornebrune, la maison des horreurs, avec, une partie dédiée aux cartes de l'extension non commandant. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie qui était dédiée au commandant, je vous invite à aller faire un petit détour pour aller la voir. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui n'est pas commandant de l'édition, et il y a pas mal de choses à dire, et beaucoup de choses à explorer et à découvrir ici. Mais avant toute chose, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Twitter et Instagram. Du coup, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Après tout, voilà, vous aurez les news au niveau de la tour, qu'est-ce qui se passe, les infos sur ce qu'on sort, etc. Il y a pas mal de nouveautés en plus qui arrivent et qui ont commencé à arriver. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas. Ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez également nous suivre sur Twitch directement, puisqu'on fait des lives chaque semaine. Et c'est l'occasion de discuter en direct, au moins, et de pouvoir explorer différents sujets qu'on fait pas forcément en vidéo directement. Donc, écoutez, profitez-en et venez nous faire un petit coucou. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas venir en direct pour ça, vous avez les archives de la tour de commandement, c'est notre chaîne secondaire sur YouTube, qui va vous permettre d'avoir accès aux différents lives. Alors malheureusement en retard, puisque là il y a du retard déjà, mais surtout parce que vous les voyez après que ce soit diffusé. Donc du coup, voilà, au moins vous avez déjà tout le contenu qui est déjà sorti pour regarder un petit peu ce qu'on a déjà fait. Et sinon, voilà, ça vous distraira pendant quelques heures. J'en profite également pour remercier les tipeurs et tipeuses de la tour de commandement, parce que sans eux, on pourrait vraiment pas continuer ce qu'on fait ici. J'insiste à chaque fois. Je sais que c'est chiant, mais je fais la même chose et je dis la même chose à chaque fois, mais c'est vrai. On pourrait vraiment pas continuer sans elles et sans eux, puisque c'est les personnes qui nous permettent financièrement de continuer à avoir les deux studios, à avoir le matériel, à l'entretenir, et simplement à avoir le temps de faire tout ça, parce que mine de rien, ça prend pas mal de temps de faire tout ça, de faire tous les épisodes, de faire les lives. Du coup, un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement, et je vais remercier les grands mécènes, les personnes qui nous soutiennent le plus, c'est Amarok, The Fish Spirit, Evil Devil 33, Chakma, Lef et Tico Lastico qu'on remercie chaleureusement avec tous les autres tipeurs et tipeuses de la tour. Un grand merci à vous, et si vous aussi vous avez les moyens et que vous souhaitez surtout nous aider, vous pouvez aller regarder dans la description de la vidéo, vous aurez accès au Tipeee de la tour. Et du coup, on vous remerciera également la prochaine fois. Du coup, aujourd'hui, on va attaquer la partie sur les cartes de l'édition de Mornebrune, et je vous avoue que j'ai dû faire des coupes. Parce que il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de cartes qui étaient vite fait intéressantes, que voilà, on aurait pu en parler un petit peu, mais j'ai dû faire des coupes. À un moment, j'ai dû me concentrer sur les cartes les plus intéressantes, celles qui avaient vraiment un petit quelque chose, et également, il y a une partie des cartes que je ne vais pas aborder dans les couleurs, je vais les aborder à la fin, notamment 2-3 bricoles dont on va parler, mais du coup, comme à chaque fois, je vais aborder couleur par couleur et vous parler un petit peu de ces cartes, dans quoi elles sont intéressantes, en quoi elles sont intéressantes, et du coup, voilà, on est parti, quoi. N'hésitez pas à lâcher dans les commentaires si jamais vous avez un avis différent sur certaines cartes, et voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Enfin, même si je reste avec vous, bien sûr. Bref, allons-y avec l'aéronavire non identifié. Oui, on commence fort, avec un artefact véhicule 2-2 pour 3 dont 2 blancs, qui a le vol, qui a pilotage 1, et quand il arrive, exilé jusqu'à une créature ciblée avec une endurance inférieure ou égale à 5. Quand il quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée manifeste l'effroi. Du coup, je vais en profiter pour expliquer la mécanique de manifeste l'effroi. En fait, c'est comme manifester une carte. Oui, je sais, il y en a peut-être qui se souviennent pas. Mais en gros, on va regarder les deux cartes dessus de la bibliothèque, on va en choisir une qu'on va mettre face cachée, c'est une 2-2 incolore, et l'autre part au cimetière. Et la carte face cachée qu'on a placée, en fait, si jamais c'est une créature, en action spéciale, c'est-à-dire à n'importe quel moment où on aurait la priorité et sans qu'on puisse y répondre, on va pouvoir retourner la carte en payant le coup de mana. Le truc, c'est que ça ne déclenche pas les effets d'arrivée en jeu. Bon, ça c'est un petit peu dérangeant, entre guillemets, mais il y a des synergies intéressantes. Alors, ce qui est assez dingue, en fait, c'est que l'aéronavire me fait beaucoup penser, en fait, à l'apparition du Fort Céleste, qui faisait à peu près la même chose, sauf que là, il y a quand même des petites bricoles qui sont un peu meilleures en commandeur. Notamment le fait de dire endurance inférieure ou égale à 5, c'est quand même très large. Je veux dire, ça couvre la majorité des créatures qui sont le plus souvent chiantes en commandeur. Bon, exit le vert avec ses grosses bêtes et 2-3 bêtes à plus de 5 d'endurance. Mais honnêtement, une grosse majorité des créatures qu'on aura envie d'exiler peuvent l'être grâce à l'aéronavire. Il se pilote très bien, il coûte pas cher, donc bon, c'est plutôt pas mal. Et
Bon, la condition derrière de faire manifester les froids, bah on s'en fiche un petit peu honnêtement. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne carte qui peut jouer dans les jeux véhicules, puisqu'il est blanc, donc ça rentre dans tous les jeux véhicules existants. Plus les nouveaux derrière avec les derniers commandants qu'on a vu la dernière fois. Rappelez-vous, les commandants survie. Mais du coup, bah, ça peut rentrer aussi dans les decks vol, tout simplement. Voilà, on peut avoir une plus grosse volante en pilotant avec une petite volante, pourquoi pas. Mais ouais, c'est assez intéressant là-dessus, ça marche dans les jeux artefacts avec du blanc, donc c'est très polyvalent en fait. Donc moi je voulais en parler. On continue avec les danseurs fantomales, c'est une créature esprit 2-5 pour 5 mana, dont 2 blancs. Elle a le vol, c'est un esprit, et quand elle arrive, renvoyez dans votre main une carte d'enchantement de votre cimetière, ou déverrouillez un accès verrouillé d'une pièce que vous contrôlez. Les pièces, on va en parler à la toute fin, ça je vous le dis tout de suite, c'est le dernier truc qu'on va aborder, mais voilà, vous allez comprendre un petit peu l'idée. Angoisse, à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, créez un jeton de créature 3-1 blanche esprit avec le vol. Ok. Juste pour vous expliquer vite fait les pièces, en fait, en gros, sur chaque pièce, il y a 2 accès, 2 portes, en gros, et vous allez, quand vous en lancez un, en déverrouiller une de base, puisque vous allez lancer la partie en question, et vous allez pouvoir déverrouiller l'autre a posteriori. Là-dessus, du coup, les danseurs fantomales sont assez intéressants avec cette mécanique, puisque on a une double mécanique intéressante, autant avec la capacité d'angoisse qui est présente dans toute l'édition, quand un enchantement arrive en jeu, ou bien quand on déverrouille les 2 parties d'une même pièce, donc voilà les 2 accès, autant dire que sur ces capacités, en fait, il y a une forme de flexibilité, parce que on peut jouer les danseurs fantomales avec les pièces, qu'on verra plus tard, mais on peut également simplement les jouer dans les jeux enchantement. Et ce qui est assez cool, en fait, c'est que bah, ça fonctionne très bien, en vrai. Puisque les danseurs fantomales vont nous permettre de récupérer, c'est une bonne créature 2-5, donc il y a plutôt une portée peut-être un petit peu plus défensive que offensive, et derrière elle permet de créer des esprits volants en plus quand les enchantements arrivent en jeu, ce qui est quand même pas mal du tout, hein. Je sais pas si vous vous souvenez un peu des quelques créatures, notamment avec la constellation, qui permettait de créer des créatures quand les enchantements arrivaient en jeu, bah il y en a pas beaucoup. Et les créatures volantes, il y en a vraiment très très peu dans ce genre de situation. Mais du coup, les danseurs fantomales, on se trouve face à une créature qui est très intéressante, et comme on a le côté récupération d'enchantement depuis le cimetière, bah ça c'est cool en fait, parce que le coût de 5 mana devient pertinent, puisqu'il nous permet de récupérer justement cette carte-là. Et le fait de déverrouiller une pièce, alors vous allez voir avec les pièces tout à l'heure, c'est assez débile, ça on peut tomber dans des situations un petit peu connes. On a un cycle qui a été lancé à nouveau, c'est les lignolets qui sont de retour. Là, c'est le lignolet d'espoir, la première qu'on va voir, un enchantement qui coûte 4 dont 2 blancs, et si elle est dans votre main de départ, vous pouvez l'avoir sur le champ de bataille au début de la partie. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Et tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 2. Elle est très correcte cette lignolée. Je vous avoue que même sans la condition de dire elle peut arriver en jeu directement si jamais vous l'avez en main de départ, en fait, ça c'est un truc qui est assez frustrant, je trouve, sur les lignolets, c'est que des fois les gens, ils pensent un peu trop en mode « ouais, mais regardez, ça peut être posé gratuitement en jeu dès le début de la partie ». Oui, techniquement, c'est vrai, vous avez raison. Mais la probabilité que ça arrive sur un deck Commander, ben, en fait, elle est très faible. En comparaison avec des decks 60 cartes non singleton, c'est-à-dire on va pouvoir avoir 4 exemplaires de la carte en question, là c'est très pertinent, c'est excellent. Mais pour nous, en Commander, bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare, pour le coup. Donc du coup, est-ce que la carte est bonne sans cette première condition? Eh ben oui, en fait. Parce que, mine de rien, le gain de points de vie, c'est souvent... Alors, on gagne rarement, en fait, des points de vie, genre 10 points de vie d'un coup. C'est souvent, on a gagné 10 fois 1 point de vie. Ce qui fait que ça augmente techniquement de 1 chaque gain de points de vie individuel. Voilà. Donc par exemple, quand une créature arrive en jeu, vous gagnez un point de vie, ok. Bah du coup, vous gagnerez pas un point de vie, vous gagnerez 2 points de vie par créature. Ça a l'air de rien, mais en fait, vu qu'il y a une deuxième condition qui demande juste 7 points de vie de plus que le total de départ, ce qui dans un jeu gain de points de vie, mais très facile, hein, je vais pas vous mentir, pour l'avoir déjà fait, c'est très facile, et ben le plus 2, il est assez massif en fait. Et comme ces jeux-là ont surtout tendance à jouer un petit peu avec des petites créatures, avoir un plus 2 en bonus sur toutes les créatures, bah c'est pas rien en fait. Et c'est très intéressant, la lignolée d'espoir, elle est très bonne justement pour tous les jeux gains de vie qui sont basés pas mal sur les créatures. Donc ouais, tous les jours, ça se joue même très très bien en fait. On enchaîne avec le modèle réticent, je vous ai mis la jolie illustration. Une créature humain et survivant qui coûte 2 dont 1 blanc, c'est une 2-2. Elle a la survie,
au début de votre deuxième phase principale, s'il est engagé, mettez un marqueur vol, lien de vie ou +1/+1 sur lui. Et à chaque fois que le modèle réticent ou une autre créature que vous contrôlez meurt, s'il avait des marqueurs sur lui, mettez ces marqueurs sur jusqu'à une créature ciblée. Extrêmement intéressant. Pourquoi? Alors, bon, déjà, la première capacité est super sympa, le fait de dire, bah tiens, on va gagner un petit peu des boosts au fur et à mesure, sachant que, bon, comme on l'a vu dans la vidéo sur les commandants, la survie est une capacité qui est intéressante avec d'autres capacités, notamment, bah, tout ce qui va demander d'engager une créature en plus pour un coup de mana, ou un coup d'activation, un coup de lancement, mais surtout, en fait, les véhicules et les montures qui viennent de sortir également dans Croissonnaire. Du coup, c'est deux mécaniques qui fonctionnent très bien avec la survie. Et ici, vu qu'il y a possibilité d'avoir un marqueur vol sur le modèle réticent, si on arrive à piloter un véhicule dès le tour où le modèle réticent arrive, ça veut dire qu'en deuxième phase principale, on peut lui donner de l'évasion, et que le tour suivant, il peut passer à l'attaque. Et du coup, gagner du lien de vie en fonction du besoin, ou grossir au fur et à mesure avec des marqueurs +1/+1. Ce qui est très intéressant. Et la deuxième partie, je vous avoue que c'est... Parce que bon, il serait pas rentré dans cette liste s'il n'y avait pas eu la deuxième partie de la carte. Elle est excellente, parce que c'est valable pour toutes les créatures avec des marqueurs que vous contrôlez. On va récupérer les marqueurs, on les déplace sur une autre créature. C'est gigantesque. C'est vraiment énorme parce qu'en fait, il y a des synergies qui sont pas mal du tout. Le blanc est très bon pour les jeux avec les marqueurs, hein. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises du fait qu'on avait notamment des lores de marqueurs +1 qui existent en blanc et surtout en vert, mais pas que. Mais voilà, c'est quand même excellent là-dessus. Et ce qui est génial, c'est justement ce côté, bah tiens, s'il avait des marqueurs, on met ces marqueurs sur notre créature. Il y a des petits tricks là à faire, il y a des petits tricks, je vais vous parler vite fait, notamment, petit tricks à la con, bah il faut savoir que par exemple la modularité, qui est une capacité qui est propre aux créatures artefacts, eh bien, techniquement, du coup vous le faites deux fois avec le modèle réticent, puisque la créature meurt, et en fait quand elle meurt, si elle avait des marqueurs, on remet sur une autre créature artefact avec la modularité, et avec le modèle réticent, on remet ces marqueurs, en fait, sur une autre créature. Donc, ça fait beaucoup, voilà. On fait pas que les déplacer, on les remet, en fait, on en remet quelque part qui correspond à la quantité perdue d'origine. C'est très intéressant là-dessus. Et il y en a d'autres comme ça. Évidemment, les marqueurs capacité, puisque là, ils précisent pas uniquement les marqueurs +1/+1. C'est super intéressant, il y a beaucoup de choses à faire. Et je vous avoue que, bah... Le modèle réticent, ça a l'air d'être un nouveau, très bon staple pour la stratégie marqueur +1/+1, et les stratégies marqueurs en général. Donc ouais, on approuve. Il est pas cher en plus. On continue avec une vrasse. Ouais, la vrasse du set d'ailleurs, c'est se séparer, un rituel qui coûte 3 dont 2 blancs. Choisissez l'un, détruisez toutes les créatures engagées, ou détruisez toutes les créatures dégagées. Bah c'est un truc assez dingue, parce qu'en fait la carte a fait beaucoup parler d'elle, j'avoue que moi j'ai vu énormément de gens en parler à droite à gauche, et ben je suis pas aussi motivé que d'autres personnes cette carte. Je la trouve intéressante, je ne dis pas le contraire, mais en fait, moi ce qui m'intrigue, c'est comment est-ce qu'elle va être jouée, parce que j'en ai discuté un petit peu avec d'autres personnes, mais c'est... Si vous détruisez toutes les créatures qui sont dégagées, ça veut dire que vous avez déjà fait votre phase de combat. Pourquoi pas? Vous avez attaqué avec tout, et pour moi c'est assez pertinent. Mais souvent les créatures qui sont engagées, qui notamment ont attaqué, bah c'est souvent elles qui sont quand même relativement chiantes et qu'on a envie de gérer. Même si c'est pas les seules, je suis d'accord avec vous, là-dessus y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'une créature qui peut attaquer et mettre des patates, souvent on a envie de la péter. Donc se séparer, c'est une carte qui à la fois, bah, si vous détruisez les créatures dégagées, bah vous allez vous retrouver dans la situation où celle qui était engagée, elle était peut-être pour des bonnes raisons, enfin pour les adversaires, pas pour vous malheureusement, mais si jamais vous détruisez les créatures qui sont engagées, bah, généralement vous allez le faire avant combat, pendant votre tour, et du coup ça veut dire que vous allez laisser des bloqueurs adverses, donc à voir. C'est très situationnel, je la trouve bonne, mais elle va pas fonctionner tout le temps. C'est là où elle ressemble en fait beaucoup à d'autres vrasses conditionnelles qu'on a vues, et c'est vrai que même si elle a une option très intéressante, bah des fois on va se retrouver un peu le cul entre deux chaises, et du coup je pense que c'est là où il faut se dire, ça n'est qu'une vrasse à 3 manas. C'est pas pété, c'est normal en fait qu'elle soit à 3 manas. Parce que si elle avait été plus chère, bah, en fait elle aurait quasiment pas été jouée, parce qu'on aurait eu ce problème de ouais mais en fait j'ai pas envie de dépenser 4 ou 5 manas pour un effet qui va annihiler qu'une partie des choses qui sont emmerdantes en face. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'elle coûte 3. On continue avec le suzerain de Brumeland, qui fait lui aussi partie d'un cycle, celui des suzerains, bah ouais, vous avez compris. Le suzerain de Brumeland, c'est une créature enchantement avatar et horreur, qui coûte 7, dont 2 blancs. C'est une 6-6 avec l'imminence 4, pour 4 manas, dont 2 blancs.
En gros, si jamais vous lancez ce sort pour son coup d'imminence, il va arriver en fait, la créature va arriver en jeu directement avec 4 marqueurs temps sur elle, mais c'est pas une créature quand elle arrive. Du coup, ce sera juste un enchantement. Et au début de votre étape de fin, vous allez retirer un marqueur temps. Et quand le dernier est retiré, bah en fait, elle sera à nouveau créature aussi. Donc voilà. Et le suzerain de Brumeland a une autre capacité, quand même. Quand il arrive ou qu'il attaque, vous créez 2 jetons de créature de 1 blanche insecte avec le vol. Alors du coup, c'est valable également quand il arrive en tant qu'enchantement, bien sûr. Alors, l'imminence en tant que capacité, on va en reparler un peu au fur et à mesure, parce que du coup, on a le cycle complet à analyser. Mais en gros, c'est une capacité qui est très intéressante et qui permet de gagner pas mal de temps dans une partie. Se dire simplement, bah tiens, j'ai au moins la capacité d'arriver en jeu, parce qu'ils ont tous cet aspect-là. Mais derrière, on va devoir attendre un petit peu, et étant donné que c'est à l'étape de fin qu'on retire le marqueur temps, bah on peut pas se dire, ah bah tiens, hop, au bout d'autant de tours, on va pouvoir attaquer direct le tour où on a retiré le marqueur. Non, malheureusement. Mais ça rend la chose assez intéressante. Et ça la rend synergique avec d'autres capacités, notamment, bah, elle fait déjà de faire des tours supplémentaires, et il faut que j'en parle à un moment ou à un autre, ou bien le time travel, voilà, le voyage dans le temps de Doctor Who. C'est con, mais vu que c'est des marqueurs temps, eh ben ça marche aussi, on a le droit de les retirer de nos permanents, donc ouais. On a quelques cartes d'ailleurs qui jouent avec les marqueurs temps, qui permettent d'en retirer en bleu, en artefact. Bah écoutez, vous pouvez retirer des marqueurs temps, si vous voulez, de ces cartes-là, et du coup ça devient une mécanique assez intéressante, et presque un gros crossover avec ce côté, ah bah tiens, je peux être enchantement, mais en fait je joue avec les marqueurs temps. Ouais, d'accord. Le suzerain de Brumeland en lui-même, lui, il est quand même pas mal intéressant pour les jeux... alors, les jeux enchantement, oui, mais surtout les jeux jetons, puisque vous allez créer des insectes. Donc, jetons et vol, du coup, double capacité intéressante pour ce suzerain, et du coup, pour ce qu'il peut apporter au deck. Passons maintenant aux nouvelles cartes bleues. Nous allons parler du Furteur de couloir silencieux, une créature enchantement horreur qui coûte 2 dont 1 bleu. C'est une 1-1 qui ne peut pas être bloquée. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, choisissez l'un qui n'a pas encore été choisi. Soit vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur lui, soit vous piochez une carte, soit il devient une copie d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. Alors, ici, j'avoue que ça m'a assez intrigué parce que c'est une horreur. Bon, déjà, du coup, il y en a qui vont être contents, hein, j'imagine. Voilà, il y a une horreur, voilà, amusez-vous. Les joueurs de Vengatrod. Voilà. De toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déjà très contents de l'édition en général. Mais, en gros, je m'abuse. Mais en gros, la dernière capacité que vous allez pouvoir choisir, et que vous allez choisir la plupart du temps, ça va être la dernière. Parce que, au moment où il devient une copie d'une autre créature que vous contrôlez, eh ben, il perd toutes ses autres capacités, donc il est à nouveau bloquable. Mais s'il avait déjà les marqueurs sur lui, du coup, vous retrouvez un bonus. Vous retrouvez le côté, ah bah tiens, j'ai pioché une carte en plus. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une créature peu chère, imbloquable. Il y a peut-être des petits trucs à faire avec le ninjutsu, etc. Hein, je vous laisse réfléchir. Et également, bah en fait, qui vous fait pas mal de plus-value, quoi. Donc, qui permet de récupérer une autre créature, vous aurez peut-être posé, voilà, 2 ou 3 tours plus tard. Voilà, donc peut-être au tour 5, vous aurez une créature, vous allez avoir envie de copier, bah tiens, j'attaque, hop, je touche, bam, j'ai une copie d'une autre grosse bête que je viens de poser, sauf qu'elle a 2 marqueurs +1/+1 sur elle. Oh, qu'est-ce que vous allez faire? Bah voilà. Du coup, c'est très intéressant là-dessus. On enchaîne avec un artefact légendaire qui s'appelle le Grimoire de Marina Vandrel, qui coûte 6, dont 1 bleu, c'est cher. Et à chaque fois, quand il arrive, si vous l'avez lancé, piochez 5 cartes. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main, et vous ne perdez pas la partie si vous avez 0 points de vie ou moins. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, piochez autant de cartes. Ok. Et à chaque fois que vous perdez des points de vie, défaussez-vous dedans de cartes, puis si vous n'avez pas de carte en main, vous perdez la partie. Alors, il y a beaucoup de choses en fait autour de ce grimoire, parce qu'il coûte cher. Ça, on va pas se mentir, c'est très cher. En fait, il ressemble un petit peu à la maîtrise de la liche ou des choses du genre, qui sont des sorts en fait qui vous disent « Eh, tu vas avoir un bénéfice de ne pas mourir en fait. Par contre, il y a quand même moyen que tu meurs. » Ah ouais. Oups. Donc bon voilà. Mais la condition, c'est souvent lié justement au nombre de cartes en main, etc. Mais ici, il y a une petite nuance au niveau du grimoire de Marina Vandrel qui est assez intéressante. C'est celle justement de la perte de points de vie. En fait, vous ne perdez pas la partie quand vous avez 0 carte en main. Et là, vous me dites, Thibaut, t'as pas lu la carte? Si, j'ai lu la carte, justement. Vous ne perdez pas la partie si vous arrivez à 0 carte en main. Vous perdez la partie si vous perdez des points de vie
que du coup vous défaussez de carte, ou pas, si vous n'en avez plus, et que à ce moment-là, on vérifie si vous n'avez plus de carte en main. Si vous n'avez plus de carte en main, vous avez perdu. Mais si à un moment, en fait, vous décidez de vider votre main parce que, bah tiens, je pioche des cartes dans tous les sens, et voilà, et j'ai moyen d'avoir plein de mana, et puis bam, vas-y, je balance ma main. Si vous avez 0 carte en main, vous n'avez pas perdu la partie. Par contre, la prochaine fois que vous prenez des dégâts, voilà, ça va faire mal, hein, voilà, la petite perte de points de vie peut vous tuer tout de suite. Mais ce qui est un peu gênant, en fait, c'est que je trouve ça fun, mais en fait, il y a tellement de moyens de mettre de faire de la perte de points de vie et de mettre des blessures de manière indirecte sans passer en combat que, eh ben, je vous avoue, je pense que ça va être un petit peu compliqué, quoi. Parce que, à moins de réussir à piocher énormément, et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément, vous allez avoir un problème. Ou alors il faut jouer le grimoire de Marina Vandrel et derrière jouer par exemple Enter the Infinite. J'ai oublié le nom en français. Mais en gros qui va permettre de récupérer toutes les cartes de votre deck sauf une. Donc voilà, c'est tout. Là-dessus c'est un petit peu compliqué en fait de se dire est-ce que le grimoire va vraiment être utilisable. J'ai un petit doute. J'ai vraiment un petit doute sur ce qui est faisable. Même si derrière il y a certains intérêts à jouer avec le grimoire. Hein. Simplement dire bah hop, vous le lancez, vous piochez 5. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, j'ai des petits soucis là-dessus, et je pense que, à moins de le jouer dans un deck gain de vie qui va vraiment abuser énormément de ce genre de cartes, et encore c'est cher, eh ben, ça va être un peu compliqué. On continue avec une saga, la seule d'ailleurs du set, c'est le Conte de Tamiyo, et ouais, qui coûte 3 dont un bleu. Elle a des 3 premiers chapitres qui sont les mêmes, mêlés de cartes. Si 2 cartes qui partagent un type de carte ont été mêlées de cette manière, piochez une carte et répétez ce processus. Intéressant. Et le 4e chapitre, exilez n'importe quel nombre de cartes d'éphémères, de rituels et ou de Planeswalker Tamiyo, ciblées depuis votre cimetière, copiez-les, vous pouvez lancer n'importe quel nombre de ces copies. Ok, ouais, c'est intéressant. Le Conte de Tamiyo, en fait, il est assez particulier parce qu'on a un système d'auto-meule qui est pas mauvais du tout, mais du coup, qui aboutit à... Je vais relancer les éphémères rituels et Tamiyo depuis mon cimetière. Alors, si vous jouez un deck Tamiyo, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne veux pas dire le contraire. Pourquoi pas? Mais, j'avoue que je suis un petit peu dubitatif sur le tout parce que... Ben, ça donne l'impression en fait que le Conte de Tamiyo, on a envie de jouer beaucoup autour des éphémères rituels. Sauf que je préférerais les lancer plutôt que de les meuler. Je sais pas vous, mais... Puis en plus, il va nous falloir du contrôle dessus de bibliothèque pour être sûr qu'on meule suffisamment d'éphémères rituels, etc. Donc, je ne sais pas. Je vous avoue que dans un deck auto-meule, je pense que de manière générale, il va être intéressant. Mais le côté éphémère rituel, bah, ça va peut-être être un petit bonus que vous pourrez utiliser avec quelques cartes. Il y a des commandants avec lesquels je conseillerais pas le Conte de Tamiyo, notamment, comment elle s'appelle, Muldrota, même si c'est une saga et que du coup ça pourrait être intéressant, bah, le 4e mode paraît assez... Enfin, le 4e chapitre paraît assez contre-intuitif face à ce genre de deck, même si bon, ça peut être simplement un outil à auto-meule qui est efficace, quoi. Donc bon, c'est à débattre et à discuter dans vos decks. On enchaîne avec la lignolet, bien sûr, la lignolet de transformation, qui coûte 4 dont 2 bleus. Si vous connaissez la même chose, voilà, si elle a été dans votre main de départ, vous la mettez en jeu, tac. Au moment où la lignolet arrive, choisissez un type de créature. Les créatures que vous contrôlez ont le type choisi en plus de leurs autres types. C'est vrai aussi pour les sorts de créatures que vous contrôlez et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille. Donc on a encore une fois un de ces effets qui permet de rajouter un type de créature à toutes nos créatures où qu'elles soient. Et bah oui, d'accord, c'est tout. J'ai rien à dire, c'est une bonne carte. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est un truc de fou, mais en fait, ce genre de cartes, je les ai rarement vues jouer, en fait. À moins de vraiment commencer à partir dans un abus total au niveau du fait d'avoir plusieurs types sur une seule créature. Bah j'avoue que j'ai jamais vu super bien utilisé, quoi. C'était plus un truc fun qui permettait d'avoir quelques cartes qui sont pas du type dans un deck tribal, en fait. Et c'est tout. Après, la lignolet, elle est assez intéressante parce que du coup, elle coûte que 4, c'est raisonnable en termes de coût, ça peut être mis gratuitement. Ouais, ok. On continue avec l'Oculus Abject, c'est une créature œil 5/5 pour 3 dont un bleu. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, exilez 6 cartes depuis votre cimetière. Elle a le vol. Et au début de l'entretien de chaque adversaire, manifestez l'effroi. Alors, j'étais là au début, je me dis, ouais, 6 cartes, ça fait quand même beaucoup.
Mais il faut se rappeler que déjà dans l'édition et de manière générale, auto-meule est une stratégie qui peut fonctionner. Le fait de se dire, bah tiens, on va remplir le cimetière en boucle avec nos cartes, avec différents effets, oui. Et mine de rien, se taper une 5-5 vol pour 3, j'avoue que ça me dérange pas forcément d'exiler des cartes de mon cimetière. Je ne sais pas vous, mais moi je suis plutôt d'accord. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la dernière capacité est très bien pour le multi, vu que c'est au début de l'entretien de chaque adversaire où on va manifester l'effroi. Donc si vous jouez avec pas mal de créatures, vous pouvez vous amuser en fait à créer des 2-2 un petit peu dans tous les sens. Et ça peut être plutôt bon en fait en soi. Donc moi je suis plutôt bien partant pour l'Oculus Abject en me disant bah c'est une carte qui paye pas de mine, mais mine de rien qui peut faire grossir votre champ de bataille assez rapidement. Et puis si vous jouez justement sur le fait que vous manifestez, parce que bon, bleu est dans les couleurs notamment de Cadena, hein, bleu, noir, vert, au niveau des cartes qui se retournent, des cartes face cachée, bah, vous pouvez réussir à faire quelque chose de très très pertinent avec l'Oculus Abject. On enchaîne avec le suzerain bleu, le suzerain de Fausse Crue. Une créature enchantement, avatar et horreur qui coûte 5 dont 2 bleus, c'est une 5-3 avec l'imminence 4 pour 3 mana dont 2 bleus. Elle a le vol, et quand elle arrive ou quand elle attaque, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Ok, bah je vous avoue que il est mignon. Je pense que c'est vraiment le terme. C'est mignon. Voilà, oui, bon, je sais, la tête, voilà, c'est pas trop ça, mais il est mignon. Pourquoi? On est sur une bête qui est quand même très intéressante en termes de body, on a une capacité qui est très intéressante à plusieurs égards, notamment si vous voulez jouer dans des jeux défausse, dans les jeux où vous voulez mettre des cartes dans votre cimetière en général, les jeux où vous voulez filtrer, looter, etc. Et bien en fait, le suzerain de Fausse Crue, il fait exactement ce que vous avez envie, quoi. Piocher 2, défausser 1. On est sur un très bon avantage, un très beau card advantage qui, bah, moi je trouve pas inintéressant, quoi. Encore une fois, c'est une horreur, ça a le vol, donc c'est des éléments qui vont permettre de jouer dans différents types de decks. Donc oui, ça passe tous les jours. Et enfin, on a la traqueuse d'entité, une créature humain et éclaireur qui coûte 3 dont 1 bleu, c'est une 2-3 flash. Elle a l'angoisse, chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, piochez une carte. Je ne pouvais pas passer à côté, pourquoi? Bon, déjà, elle a le flash, c'est bien. Mais surtout, en fait, on est à nouveau sur un effet d'enchantresse, mais pire, c'est les très bons effets d'enchantresse, ceux des constellations notamment, qui permettent de piocher quand un enchantement arrive en jeu. Là, on est en bleu. Du coup, ce qui ouvre des portes, parce que ça a été souvent des créatures vertes qui permettaient de le faire. C'était les créatures vertes qui permettaient de le faire. Mais voilà, c'est vraiment ce petit côté, ah bah tiens, on va piocher à l'arrivée en jeu d'enchantement. Mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans le commandeur, on joue des jetons de créatures enchantement. On a des créatures enchantement un petit peu partout qui existent. Et rien que dans ce set, il y en a quand même pas mal, je vous avoue. Là, on en passe beaucoup. Mais autant vous dire que, ouais, c'est pas forcément un problème de jouer, du coup, la traqueuse d'entité. Et ça va être une excellente ressource, en fait, à jouer dans tous les jeux qui jouent avec les enchantements. Et j'insiste, tous les jeux qui jouent bleu avec les enchantements, voilà, autour de la thématique enchantement, vont jouer la traqueuse d'entité. C'est un staple, instantané. Voilà, je peux pas dire autre chose. On enchaîne avec le noir, qui a beaucoup de cartes. Oui, je sais, ça s'appelle la Maison des Horreurs, il y a beaucoup de cartes en noir. Oui, aucune surprise, hein, zéro. Voilà. On enchaîne avec la blessure grave, un enchantement aura, qui n'est pas une malédiction, désolé pour les gens, qui coûte 5 dont 2 noirs. Elle enchante un joueur, et le joueur enchanté ne peut pas gagner de points de vie. À chaque fois que le joueur enchanté subit des blessures, il perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Alors, je vous avoue que cette carte, j'ai un peu hésité, je me suis posé pas mal de questions, et puis je me suis dit qu'en fait, en termes de politique, et surtout en termes de gestion de l'arc-ennemi, c'est-à-dire si quelqu'un à la table est vraiment dominant, qu'il a une avance considérable sur tout le monde, jouer une blessure grave sur ce joueur, bah mine de rien, c'est plutôt pas mal, parce que, comment dire, il y a 2-3 choses qui me sont venues, hein, voilà, avec cet enchantement. Mais c'est uniquement les blessures, donc la perte de points de vie ne compte pas. Voilà, les joueurs d'aristocrates peuvent se calmer tout de suite. Hein, voilà, vous reculez et vous vous asseyez. On se calme. Mais en gros, la blessure grave, par contre, moi, ce que j'ai vu avec la blessure grave, c'était les effets de burn. Les effets de burn, parce que oui, mettre des dégâts indirects aux joueurs, ça arrive régulièrement dans tous les jeux burn. Je vous rappelle également les jeux group slug, qui vont dire, tu fais une action, tu prends des blessures directes. Et du coup, bah en fait, ce genre de carte peut exactement être un problème en fait pour l'adversaire en question, puisqu'il va perdre très très vite ses points de vie. Mais pourquoi vouloir lancer blessure grave sur un adversaire? Bah en fait, je vous ai parlé tout à l'heure des jeux gain de vie, bah c'est exactement eux où des fois,
Le problème, c'est qu'il monte tellement en point de vie que bah, on voit pas trop comment est-ce qu'on va se sortir. Surtout si on n'est pas avec un commandant qui a accès aggro et du coup on peut pas passer aux blessures de commandant pour réussir à mettre les dégâts et tuer l'adversaire. S'il y a aucun autre joueur à la table qui peut le faire, bah le joueur en fait a un avantage énorme, si ce n'est bah en fait carrément la game gagnée. Et du coup la blessure grave, bah étant donné que c'est un enchantement, bah, c'est plutôt pas mal. Et ça le fait à chaque fois qu'il subit des blessures. C'est-à-dire, si les autres joueurs vont attaquer avec plusieurs créatures, ou qui vont mettre des dégâts indirects, comme j'ai dit, avec du burn d'une manière ou d'une autre, eh bien en fait, la blessure grave va se déclencher à chaque fois. Et ça peut aller très vite. Donc c'est assez spécifique, mais je pense que dans certains styles de jeu, notamment comme je disais, les groupes slug, les jeux burn, etc., la blessure grave, ça peut être une excellente carte en fait. On enchaîne avec le conseil démoniaque. Il y en a qui vont voir le truc arriver. Un rituel qui coûte 2, dont un noir, et cherchez dans votre bibliothèque une carte de démon, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Bon, j'entends déjà qu'il souffle, c'est pas fini. Délire. S'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, à la place, cherchez dans votre bibliothèque n'importe quelle carte, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Je vous rappelle, les types de cartes, c'est créatures, artefacts, enchantements, éphémères, rituels, planeswalker, bataille, terrain, et de clan, ou tribal, dans son ancien nom. Voilà. Le reste ne compte pas, hein, voilà. Donc ceux qui vont dire, oui, mais là, les légendaires, donc du coup, ça... Non, voilà. Et là, c'est un humain... Non, voilà. Non, bref. Pour en revenir à ce que j'étais en train de dire. Le conseil démoniaque, ben en fait, je vous avoue que, déjà, de base, je pense qu'on va le jouer dans un jeu de démon pour être sûr de, au moins, avoir la possibilité d'aller chercher un démon au minimum, ou un jeu qui contient un démon puissant, dans tous les cas, prêtez attention. Mais... le délire, si jamais vous jouez dans un jeu automeule ou sacrifice, bah, ça peut être assez facile en vrai, hein, tout ce qui va être défausse également, les jeux défausse, les jeux folie, tout ça, vous pouvez vous amuser en fait avec le conseil démoniaque assez facilement. Et j'avoue que bah, ça reste un bon tutor, c'est assez dingue. Mais par contre, un truc qui est un peu bizarre, je tiens à le dire, c'est qu'il est précisé que si jamais vous avez les 4 types, vous allez chercher n'importe quelle carte, mais vous la révélez quand même. Ce qui est très bizarre. Parce que d'habitude, on ne révèle que quand il y a un élément à vérifier en fait sur la carte, notamment le coup de mana, la couleur, si elle a un type en particulier qui était nécessaire. Voilà. Mais d'habitude, on ne révèle pas en fait, si on va tuto n'importe quelle carte. C'est très étrange là-dessus. Mais bon, pourquoi pas. Ça en fait quand même un tuto qui est assez intéressant, qui est très jouable et très intéressant dans certains styles de jeu. Même si c'est un rituel, bah, c'est un bon complément en fait au Demonic Tutor. Donc ouais. On enchaîne avec un démon, ça tombe bien. C'est l'effroyeur apocalyptique, qui coûte 6 mana, dont 6 noirs. Voilà. C'est une 6-6 vol, et quand il arrive, s'il a été lancé, chaque joueur exile toutes les cartes de sa bibliothèque face cachée, à l'exception des 6 cartes du dessous. Au début de votre entretien, piochez une carte. Alors, je vous avoue que celui-là, j'ai un petit doute. Alors oui, ça rappelle en effet une autre carte déjà existante dans le jeu. D'accord. Bon, ok. Je comprends. Mais, bah moi j'ai presque envie de ne pas le lancer. Bah simplement de dire, bah je vais le ranimer quoi. Voilà, ça fera un bon 6-6 vol qui me fait piocher en plus au début de mon tour. Pourquoi pas. Mais j'ai pas envie de le lancer. Voilà. Et du coup ce qui me fait dire, est-ce que vous connaissez l'apôtre né des ombres? Parce que lui il va chercher des démons, il les met directement en jeu. Eh ouais. Et du coup, bah j'ai envie de jouer ça dans un deck apôtre né des ombres. Voilà. J'ai pas envie de le jouer ailleurs. Mais... c'est très intéressant là-dessus, et mine de rien, c'est très efficace en fait pour les styles de jeu réanimateurs, etc. Après, vous pouvez vous amuser derrière, dire « Ah bah tiens, mes adversaires, je vais réussir à les faire piocher à droite à gauche dans tous les sens, de manière à vider leur bibliothèque, enfin, ce qui reste de leur bibliothèque extrêmement vite. » Pourquoi pas? Si vous avez ce style de jeu un peu à l'année Cusard, ça peut être faisable sans aucun problème. Mais là-dessus, il faut être sûr de gagner en fait quasiment dans le tour où ça arrive, hein. Là, oui, ça peut faire assez mal. Mais ouais, c'est un peu particulier comme démon. On enchaîne avec une carte qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le Massacre au Croc de Boucher 2, qui coûte XX et 4 noirs, c'est un enchantement légendaire. Quand il arrive, chaque joueur sacrifie X créatures. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 3 points de vie. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte sous votre contrôle avec un marqueur fatalité sur elle. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, il peut payer 3 points de vie. S'il ne le fait pas, renvoyez cette carte sous votre contrôle avec un marqueur fatalité sur elle. Encore une fois, on retrouve le côté symétrique-asymétrique de Massacre au Croc de Boucher 1, est basé aussi sur la mort des créatures. Mais ce qui est assez intéressant ici, en fait, c'est le fait de faire sacrifier les créatures, pourquoi pas, voilà.
Mais encore une fois, on a l'option. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de se baser sur la première capacité du massacre, et juste dire, je vais pas payer les X, je vais faire juste 0, voilà. Je vais juste payer le reste pour avoir un enchantement qui est utile. Et mine de rien, ben, il est très bien ce Massacre 2. Je vais l'appeler comme ça, Massacre 2. Mais il est très très bien, parce que du coup, on a ce côté auto-réanimation qui va seulement nous demander des points de vie, mais mine de rien, si on cumule avec d'autres effets, notamment des effets d'aristocrate, vous en doutez, qui nous permettent de pomper des points de vie aux adversaires, récupérer des créatures, ça va nous faire très plaisir. Et 3 points de vie à payer, ça n'est pas très cher. Notamment si on voit des créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu puissants, ça peut être encore meilleur. Donc, je pense que Massacre 2 peut être une bonne carte. Peut-être certainement pas aussi fort que le premier, mais une très bonne carte, voilà. Après, voilà, à voir, ça va être peut-être détruire les créatures adverses pour les récupérer, etc. Un peu de jeu avec les jeux adverses, ça peut être très intéressant. Mais ouais, voilà. Parce que bon, au pire, on récupérera pas leurs cartes, c'est dommage. Mais par contre, on va défoncer leur point de vie. Ça va aller très vite, ça. On continue avec un enchantement qui s'appelle Pris au piège. Il coûte 2, dont un noir, il a le flash, et quand il arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Ok. Mais il y a la suite. Les créatures que vos adversaires contrôlent peuvent être la cible de sorts et de capacités comme si elles n'avaient pas la défense talismanique. Les capacités de parade de ces créatures ne se déclenchent pas. Et ben je vous avoue que j'étais assez content de voir ça. Parce qu'on avait eu dans Assassin's Creed un des commandants justement qui faisait pareil, qui littéralement défonçait linceul, défense talismanique et parade. Hein. Les 3, d'un coup. Et ah oui, quand même. Là, pris au piège, ne parle pas de linceul, mais c'est un peu normal. Mais défonce également défense talismanique et parade. Et c'est pas rien, en fait. C'est vraiment pas rien. Parce que dans le format, j'avoue qu'aujourd'hui, de plus en plus, je vois des gens jouer avec des cartes, en effet, qui ont ce type de protection. Défense talismanique assez peu, mais vu que la parade est devenue très à la mode depuis qu'elle a été mise en place, et qu'aujourd'hui elle sort très régulièrement, et sur beaucoup trop de commandants à mon avis, le fait d'avoir une carte comme ça, juste un petit enchantement qui permet de zapper ce genre de conditions, c'est un bon point de départ. Je dis pas que ça va révolutionner d'un seul coup le commandeur, mais au moins ça permet déjà d'aller dans une direction en mode, vous êtes peut-être pas aussi protégé que vous le pensiez. Voilà. On continue avec revenir à l'anormal. Oui, l'anormal. Un rituel qui coûte 3 dont un noir, détruisez une créature ciblée. Si une carte de créature est mise dans un cimetière de cette manière, renvoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. Sacrifiez-la au début de votre prochaine étape de fin. J'aime beaucoup le flavor text. Voilà. Mais en gros, pour vous expliquer, on est à la fois sur une carte de gestion, alors certes en rituel, mais on s'en fout, puisque rituel qui permet de détruire, qui permet de récupérer la créature pour ensuite la resacrifier. Du coup, ça veut dire que vous déclenchez les effets à l'arrivée en jeu, des effets à la mort, puisque c'est sacrifié, c'est pas exilé. Mais voilà, c'est très intéressant, il y a une phase de combat qui peut éventuellement être faite si jamais on a moyen de lui donner la célérité. Mais autant vous dire que ouais, je pense qu'il y a 2-3 bricoles à faire. Selon les capacités de la carte en question, ça peut être très fort. D'autant plus qu'il y a une chose à préciser. C'est très fort sur les commandants. Pourquoi ? Parce que comme ça va être détruit puis remis en jeu directement sous votre contrôle, ça veut dire que l'adversaire n'aura pas le timing pour vérifier les SBA, truc qui fait que le commandant, ils vont avoir le choix de le remettre en zone de commandement après qu'il soit arrivé au cimetière. Parce qu'en fait, il n'y est plus. Du coup, c'est très fort également sur les commandants adverses qui ont des effets d'arrivée en jeu un peu massifs. Donc, autant dire que je pense qu'il y a peut-être 2-3 bricoles, il y a peut-être 2-3 commandants qui vont pas trop aimer se faire cibler par revenir à la normale. Mais voilà, moi je pense vraiment que c'est une bonne carte et j'ai bien envie de la jouer dans pas mal de mes decks noirs. Continuons avec, il me semble, notre première commune du set dont on va parler ici, mais il fallait vraiment que je vous en parle, c'est la Sangsue de Sombreur, une créature Sangsue, oui, 2/2 pour 2 dont un noir. Elle a l'angoisse chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille, ou à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, chaque adversaire perd 1 point de vie. Vous allez me dire, mais Thibaut, c'est pas... voilà quoi, c'est... ok. Bah oui, mais en fait, pour ceux qui le savent pas, il y a une autre carte qui existe dans le même genre avec la constellation qui s'appelle le Sinistre Garde ou Garde Sinistre, j'oublie à chaque fois si c'est dans un sens ou dans l'autre, et qui en fait est un staple pour les jeux qui vont jouer sur les enchantements en noir, qui permet de pomper des points de vie, enfin, ou du moins de défoncer les points de vie adverses à grande vitesse. Et le truc c'est que, bah là on est littéralement sur une meilleure version, moins chère, qui fonctionne également avec les pièces qui sont déverrouillées. Du coup, fallait que j'en parle. C'est excellent, en fait, et mine de rien, dans les jeux qui vont jouer enchantement et qui vont jouer avec du noir, bah, je vous conseille de le mettre, en fait, parce que c'est un moyen très efficace de réussir
à défoncer les adversaires rapidement avec vos enchantements, quoi, et à distance. Continuons avec la solitaire cynique, un humain et survivant qui coûte 2 dont un noir, c'est une 3-1, et elle ne peut pas être bloquée par les nitescences. Bon, c'est un type de créature, on va pas en reparler. Elle a la survie. Au début de votre deuxième phase principale, si la solitaire cynique est engagée, vous pouvez chercher une carte dans votre bibliothèque, la mettre dans votre cimetière, puis mélanger. Alors, ça paraît rien, mais mine de rien, comme je vous ai dit, la survie fonctionne même si la créature n'a pas attaqué, donc piloter un véhicule avec 3 de force, pas mal du tout d'ailleurs, ou chevaucher une monture, très intéressant, mais surtout ce qui est génial, c'est le fait que la solitaire cynique va remplir votre cimetière avec les cartes de votre choix. Et mine de rien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des cartes qui sont très fortes quand elles sont relancées depuis le cimetière, ou bien qu'on peut ranimer également. Je pense que vous voyez où je veux en venir, mais en gros, la solitaire cynique, ça peut devenir en fait un très bon élément pour réussir à remplir le cimetière de manière efficace, et en fait en tirer quelque chose derrière, quoi. Que ce soit simplement pour ranimer, rejouer, ou juste faire en sorte qu'elle soit dans le cimetière d'une manière ou d'une autre, bah, les cartes en question vont être très heureuses d'avoir une carte comme la solitaire cynique qui ne demande qu'à être engagée en fait. On enchaîne bien sûr avec le suzerain de Sombreur cette fois-ci, une créature enchantement, avatar et horreur qui coûte 5 dans 2 noirs, c'est une 5-5, elle a l'éminence 5 cette fois-ci, pour 2 dont un noir, et oui. Quand elle arrive, ou quand elle attaque, meulez 4 cartes, puis vous pouvez renvoyer dans votre main une carte de créature non-avatar, ou une carte de Planeswalker de votre cimetière. Alors, je vous avoue que c'est plutôt intéressant. L'imminence pour 2 est pas mal du tout. Je vous avoue que, bon, même si je préférerais l'avoir directement pour pouvoir ensuite attaquer avec, j'avoue que là-dessus, on est pas mal du tout. Récupération de cartes, auto-meule. Je pense qu'il y a certains decks, bon, genre Sir Conrad, je te regarde, toi. Je te surveille tout le temps. Mais voilà, Sir Conrad qui, littéralement, va se gaver avec ce genre de cartes. Donc, bah oui, en effet, ça paraît être pas mal à jouer dans les jeux automeule, dans les jeux réanimateurs, dans les jeux récupération de cimetière. Oui, bien sûr, là, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. On peut même le jouer avec les Planeswalkers, ce qui est assez intéressant là-dessus, même si honnêtement, je suis pas un grand fan d'automeuler pour récupérer des Planeswalkers. Ça me paraît un peu contre-intuitif. Et on termine enfin avec une Unco qui a aussi fait un peu parler, c'est le Tourment Flétrisseur, un éphémère qui coûte 3 dont 1 noir, c'est une carte qui dit détruisez une cible, créature ou enchantement, vous perdez 2 points de vie. Alors du coup, oui, la comparaison arrive tout de suite avec notamment Nourrir les Saints, qui est l'un des seuls, enfin qui était le seul destruction d'enchantement possible du format réellement intéressant. Bah j'avoue qu'ici, le Tourment Flétrisseur, le fait de passer en éphémère, même si ça coûte 1 mana de plus, ça le rend plus intéressant, d'autant plus que Nourrir les Saints avait un défaut assez majeur. Il faisait perdre des points de vie en fonction de la valeur de mana de la carte détruite. Et ici, ça n'est pas le cas, c'est que 2 points de vie. Donc on est littéralement sur une meilleure version de Nourrir les Saints à vitesse éphémère. Et ben, tous les jours on la joue en fait. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'est excellent et je pense que les joueurs seront heureux de la jouer en tant que destruction de créatures et d'enchantement. On passe maintenant au rouge, qui est la deuxième couleur à avoir le plus de cartes, bizarrement, avec la défaillance inopportune, un éphémère qui coûte 2 dont un rouge, qui dit choisissez l'un, détruisez un artefact, remplacez la cible d'un sort ciblé ou d'une capacité ciblée avec une cible unique, ou une ou 2 créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Alors, le dernier mode est sympathique selon la nécessité, bien sûr, mais surtout les 2 premiers qui nous intéressent, et en fait, on a une flexibilité dans ce sort qui est énorme. Destruction d'artefacts, c'est toujours bien, il y a toujours de bonnes choses à détruire. Remplacement de cible, très intéressant, pour 2 mana, c'est assez rare, mais c'est très intéressant, d'autant plus avec un seul générique. Donc voilà, on a cette flexibilité entre les 3 modes qui en fait un bon sort, en fait, tout simplement, pour le commandeur. On continue avec un nouvel artefact qui s'appelle l'enregistrement maudit, qui coûte 4 dont 2 rouges. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur temps sur l'enregistrement maudit, puis s'il y a au moins 7 marqueurs temps sur lui, retirez ces marqueurs et il vous inflige 20 blessures. Vous l'engagez. Quand vous lancez pour la prochaine fois ce tour-ci un sort d'éphémère ou de rituel, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Évidemment, le fait de copier le sort ne déclenche pas en plus la capacité du premier, enfin de la première capacité déclenchée. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'enregistrement me dit à ce côté « Je suis très fort, mais j'ai un contre-coup énorme derrière pour juste vous dissuader de trop m'utiliser, ou du moins de m'utiliser juste pour tout et n'importe quoi. » Ce qui est une bonne chose.
c'est un très bon design, moi j'aime beaucoup, c'est très flavor bien sûr hein, là-dessus, mais je pense tout simplement que vu qu'il y a des moyens éventuellement de sacrifier des artefacts, de remonter les artefacts en main, de les faire blinker, c'est pas forcément un problème en fait d'avoir l'enregistrement maudit qui soit en jeu, puisque on peut avoir moyen très très simplement de juste, ah bah tiens, reset le nombre de marqueurs sur lui. Ou peut-être aussi prévenir les blessures infligées voilà, par l'enregistrement maudit, ça peut être faisable. Donc autant dire que là-dessus, eh ben c'est plutôt pas mal en vrai. Hein. L'enregistrement maudit, ça me paraît être un bon artefact. Sur certains, juste quelques éphémères rituels qui sont vraiment puissants, juste les copier en ayant payé en avance 4 mana, et simplement en engageant l'artefact, ça peut être un kill en fait. Je pense que c'est ce genre de carte en fait que vous allez avoir envie d'utiliser au moment précis où vous en avez besoin avec vos moteurs à kill, dans des jeux burn, dans des jeux qui vont faire perdre des points de vie en masse, dans des jeux qui vont peut-être juste infliger beaucoup de blessures aux créatures, etc. L'enregistrement maudit fera parfaitement le travail en fait. Donc, c'est une bonne carte tout simplement. Mais il faut pas en abuser parce que ça fait mal quand même, ça pique un peu. Un enchantement légendaire qui s'appelle le Roller Écraseur, qui coûte X, un 2 et un rouge. Il a le délire, si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures non-combat à un permanent ou à un joueur, tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière, elle inflige le double de ses blessures à la place. Et quand il arrive, choisissez jusqu'à X créatures ciblées, il inflige X blessures à chacune d'elles. Alors c'est intéressant, ça coûte pas trop cher si on exclut le X derrière, mais il y a un léger souci. Alors, il y a une condition, le délire à remplir pour réussir à doubler les blessures, c'est uniquement les blessures non-combat. Bon, ce qui n'est pas forcément un problème, parce que les jeux burn, généralement ils burn sans attaquer, hein, ça c'est sûr. Et derrière, il y a aussi le fait que c'est les permanents et les joueurs, quels qu'ils soient, pas uniquement les permanents contrôlés par les adversaires, ou les autres joueurs, les adversaires. Du coup, bah, ça pique un peu. Parce qu'en fait, ça fait que certaines cartes qui pourraient du coup bénéficier un peu d'un côté asymétrique, en mode je mets des blessures à tout le monde, mais je ne double que ce que les adversaires reçoivent, ce que certaines cartes ont fait récemment dans ce sens-là, et ben là, on l'a pas du tout avec celui-ci. Et c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression qu'il passe un peu à côté quelque chose. Donc ouais, je ne sais pas, je suis un petit peu dubitatif. Parlez-moi dans les commentaires là-dessus de ce que vous pensez de cette petite distinction, cette petite précision qui manque entre guillemets et qui change un peu la façon dont la carte peut être efficace. Bien sûr, on enchaîne avec la lignolée de résonance, un enchantement qui coûte 4 noms de rouge. Vous connaissez la bricole. À chaque fois que vous lancez un éphémère ou un rituel qui ne cible qu'une créature unique que vous contrôlez, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. On l'avait déjà vu, ce genre d'élément qui permettait de copier, etc. Mais c'est vrai que là, le fait de le voir sur un enchantement, bah, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Dans les jeux un petit peu plus boost, alors bon, là, je pense beaucoup à Plume, bien sûr, la première, Plume la franchie, je vous avoue que, ouais, ça donne envie hein, de voir ce petit côté, ah bah tiens, je booste, je fais des copies, éventuellement des sorts qui vont permettre de piocher des cartes en plus, ce qu'on appelle les cantrips, tout en ciblant, bah c'est vrai que ça peut être pas mal du tout d'avoir une lignolée de résonance avec, mais voilà, c'est quand même très spécifique, mais ça fonctionne très bien dans ces spécificités-là. On continue avec une créature esprit rouge, oui, qui s'appelle la Némésis hurlante, qui coûte 3 dont 1 rouge, elle a la célérité, c'est une 3-3, et à chaque fois qu'elle subit des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle autre cible. Si un joueur subit des blessures de cette manière, il ne peut pas gagner de points de vie pour le reste de la partie. Ouais, non, c'est pas une blague, hein, voilà, pour le reste de la partie, ouais. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Némésis hurlante, pour moi, elle me fait penser beaucoup aux dinosaures qui ont la rage. Qui, ah bah tiens, je subis des blessures, il se passe un truc. Et Némésis hurlante est pareil, en fait. On se retrouve face à une 3-3, alors, j'ai pas envie d'attaquer avec, en fait. J'ai juste envie de boubouiter en lui mettant des dégâts à chaque tour, en faisant « Tiens, tu prends un, haha, lol, je me suis mis un truc sur ma créature. » Eh bah du coup, voilà, je le mets ailleurs, sur un joueur, etc. Donc voilà, ça peut être assez marrant, je vous avoue, mais vite fait, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que un acte blasphématoire, ça fait plaisir, on met 13 blessures à Némésis hurlante, bah tiens, on va mettre 13 sur un autre joueur. LOL, c'est marrant. Voilà. Mais c'est le genre d'effet qui peut être intéressant dans certains styles de jeu un peu particuliers, en effet, où on aime bien blesser nos propres créatures, etc. Donc oui, pourquoi pas, mais ce qui est vénère, surtout le fait d'empêcher le gain de points de vie par la suite, ça, j'avoue que c'est plutôt fort. Hein. On continue avec une nouvelle créature enchantement, c'est un cauchemar qui s'appelle la peur de rater quelque chose. Oui, il y a beaucoup de peur, mais j'avoue qu'il n'y en avait pas beaucoup dont on devait parler ici.
Elle coûte 2 mana dont un rouge, c'est une 2-3, et quand elle arrive, défaussez-vous d'une carte, puis piochez une carte. Ok. Mais elle a le délire, surtout. À chaque fois qu'elle attaque, pour la première fois chaque tour, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, dégagez une créature ciblée, cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Et bah j'avoue que... c'est plutôt pas mal. On est sur du tour sup assez efficace. Alors oui, c'est vrai que ça nécessite que la peur de rater quelque chose attaque également, qu'on ait le délire, mais bon, vous l'avez vu, il y a déjà un élément pour défausser sur cette créature-là. Si vous avez d'autres moyens de défausser en rouge, ce qui est loin d'être un problème, vous pouvez vous amuser avec, du coup, pour réussir à avoir le délire assez facilement. Et derrière, bah, j'ai envie de dire, ça roule, quoi. Avoir juste la peur de rater quelque chose qui va permettre à une autre créature ou à elle-même d'attaquer plusieurs fois, ça passe, ça passe. Alors après, il faut peut-être un moyen de lui donner de l'évasion, voilà, pour pouvoir réutiliser la peur un petit peu plus tard. Mais c'est déjà pas mal là-dessus. Bien sûr, on revoit le suzerain, c'est le suzerain de Bouille-Cal, ici, une créature enchantement avatar et horreur qui coûte 6 dont 2 rouges, c'est une 5-5 avec l'éminence, 4 pour 4 mana dont 2 rouges. À chaque fois qu'elle arrive ou qu'elle attaque, elle inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Bah le suzerain, oui. Oui, en effet. Voilà. 4 blessures à n'importe quelle cible, c'est plutôt pas mal pour un peu de gestion, etc. Et surtout, en fait, quand il va être en mode créature, simplement se dire que j'attaque et je mets 4 à une créature peut-être qui aurait pu être bloqueuse, bah ça va être suffisant en fait pour rendre la chose assez intéressante. Ou alors simplement mettre des dégâts à distance aux joueurs, si jamais il y a des moyens de bloquer en face qui ne tuent pas le suzerain, ou qui le tuent, pourquoi pas. Mais voilà, c'est assez intéressant, peut-être un peu lent je pense pour le commandeur multi, mais ça peut passer. Ça peut passer. On a également une tronçonneuse, oui c'est pas une blague. La tronçonneuse c'est un artefact équipement, qui coûte 2 dont un rouge, elle a équipement 3. Quand elle arrive, elle inflige 3 blessures à jusqu'à une créature ciblée. Chaque fois qu'au moins une créature meurt, mettez un marqueur rotation sur la tronçonneuse, et la créature équipée gagne plus X plus 0, X étant le nombre de marqueurs rotation sur la tronçonneuse. C'est un peu dommage qu'il y ait que la force qui soit boostée, mais bon, en même temps, c'est un peu le flavor, hein, bien sûr. Derrière, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est n'importe quelle créature, pas uniquement celle des adversaires. Donc si vous jouez à un jeu sacrifice, notamment noir-rouge par exemple, bah, la tronçonneuse sera très efficace pour booster la créature de votre choix. Et vu qu'il y a des créatures qui aiment bien justement mettre des dégâts en fonction de leur force, ça peut être plutôt pas mal. Le design est pas mal, moi j'aime beaucoup, il y a pas mal de choses intéressantes dessus. Le fait que ce soit des marqueurs permet aussi de jouer sur la prolifération, selon ce que vous avez envie de faire. Donc il y a beaucoup de possibilités, mais après à voir surtout comment est-ce que vous allez exploiter le boost en lui-même. On continue avec la tête d'aiguille tranche-sang, une créature humain assassin 2-2 pour 2 rouges. Elle a l'initiative pendant votre tour, et à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, il lui inflige une blessure. Et là, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, Nécusar, oui. Bah, voilà, hein, c'est un peu évident, les gens. Hein. Il faut jouer Nécusar. Mais aussi, en fait, Infection. Voilà. Comme c'est des blessures qui sont mises directement par la tête d'aiguille tranche-sang, qui est une créature, Infection. Voilà. Ça ira plus vite. Donc voilà. Ça va très très vite, et on se retrouve encore une fois dans un élément qui va être très punitif, en fait, pour la pioche des adversaires. C'est pas un mal. Voilà. On termine le rouge avec la valse de rage, un rituel qui coûte 5 dont 2 rouges, une créature ciblée que vous contrôlez, inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque autre créature. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Très intéressant la valse de rage, ça rappelle beaucoup l'embrasement de Chandra, qui est également de la même manière, quelque chose qui allait mettre du coup des blessures à chaque créature et à chaque joueur. Voilà. C'était très intéressant, mais du coup ici on a une version upgradée, certes qui ne met pas aux adversaires, c'est un peu dommage, je suis d'accord, mais par contre qui permet de mettre surtout un bon bonus, c'est on a d'autres créatures à côté, c'est pas un problème parce qu'elles vont nous rapporter en fait de la ressource supplémentaire, à savoir des cartes en exil jusqu'à votre prochain tour. Bah voilà, donc moi je suis assez content en fait de la carte. Je pense que sur certains styles de jeu, ça peut être très intéressant de se dire j'ai une grosse bête, j'ai un commandant qui est un peu important au niveau de la force, pourquoi pas utiliser la valse de rage pour juste faire un rasboard, et derrière, bah hop, récupérer des cartes en plus, du bon bonus, ça fait toujours plaisir en rouge. Vous pouvez la jouer dans des jeux qui vont jouer justement sur l'Impulse Draw, le fait d'avoir des cartes en exil que vous allez pouvoir jouer. Donc voilà, ça c'est faisable sans aucun problème. Et également, vu que c'est la créature qui inflige des blessures, je vais vous dire, non pas infection, contact mortel tout simplement, ça peut fonctionner aussi dans ce sens-là. Donc
amusez-vous. On va maintenant passer au vert. Et ouais, avec le carnage de Valgavoth, un rituel qui coûte XX et un vert, qui dit manifester l'effroi X fois, puis mettez X marqueur +1/+1 sur chacune de ces créatures. Alors, très intéressant, parce que du coup, c'est vrai que si on joue un jeu avec beaucoup de créatures dans le deck, manifester l'effroi, ça sera jamais un problème en fait. On va simplement se dire qu'on les met en jeu directement avec des marqueurs en plus, c'est un bon bonus, honnêtement. Donc j'avoue que l'effet est très intéressant, parce que, mine de rien, manifester l'effroi ne serait-ce qu'une fois, et rajouter un marqueur en plus sur la créature, qu'elle va garder en plus si jamais elle est retournée, bah, ça me paraît assez efficace pour 3 mana, hein. Là-dessus, il n'y a pas trop à se poser de questions. Après, derrière, c'est d'un seul coup de dire, bah tiens, ouais, pour 5, je peux le faire 2 fois, pour 7, je peux le faire 3 fois, 3 marqueurs sur chaque créature que je vais mettre comme ça. Ça peut être assez intéressant, et ça peut être un très bon investissement en termes de mana. Et le vert n'ayant jamais de problème de mana, vous le savez bien, bah, c'est vrai que ça reste très intéressant pour un jeu qui est basé sur un grand nombre de créatures, hein, je le précise, et éventuellement qui aime bien aussi jouer avec le cimetière, hein, ça fait toujours plaisir. Ben, le carnage de Valgavoth, en fait, il est très bon, voilà, tout simplement. Moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, c'est vraiment une bonne carte. Si vous jouez en plus avec le fait de retourner des créatures face révélée, de jouer avec des cartes face cachée, etc., bah votre deck, il en sera que meilleur, en fait. Donc, il y a vraiment plein de possibilités, mais juste un deck avec pas mal de créatures, pour avoir plus de chances de tomber sur des créatures à mettre face cachée. Un nouvel enchantement, en vert, mais oui, qui s'appelle des dangers à chaque tournant, qui coûte 4 mana dont un vert, et quand il arrive, manifestez l'effroi, encore une fois. À chaque fois qu'un permanent face cachée que vous contrôlez arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Et ouais, parce que du coup, ben, tout le côté face cachée, il est quand même pas mal mis en avant, surtout dans le vert, je le précise. Et c'est vrai que là, des dangers à chaque tournant, bah, c'est un excellent enchantement en fait pour les jeux justement qui vont jouer avec la mue, les cartes déguisement, et également avec du coup la manifestation, et manifester l'effroi du coup. Et c'est vrai que là-dessus, bah, vu que le vert est une couleur commune à ces 3 mécaniques sans aucun problème, bah en fait c'est une très bonne carte en général. La rampe automatisée, bah c'est très cool. D'autant plus que comme dès son arrivée en jeu, on va manifester l'effroi, on va récupérer de base déjà un terrain en plus à mettre en jeu, donc la rampe est très efficace. Et vu qu'on a besoin de terrain pour retourner nos cartes, ça paraît plutôt pas mal. Donc une excellente carte de rampe pour les jeux qui veulent jouer avec du double face, ou plutôt avec du face caché et face révélée. On continue avec un nouveau véhicule qui s'appelle la déchiqueteuse de haies, qui coûte 4 dont 2 verts. C'est un artefact véhicule qui peut devenir 5/5, qui a pilotage 1, et à chaque fois qu'elle attaque, vous pouvez mêler 2 cartes. À chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, mettez-la engagée sur le champ de bataille. Et alors là, il y a beaucoup de choses, hein. Déjà, très bon véhicule, hein, automatiquement, moi j'ai envie de dire une 5/5 pour 4 en mode pilotage 1. C'est des bonnes stats, moi j'ai rien à dire là-dessus. Mais ce qui est excellent, c'est le fait que si vous jouez ça dans un deck auto-meule, vous allez récupérer tous les terrains qui vont aller au cimetière, à condition qu'ils ne partent pas tous en même temps, bien sûr. Mais chaque fois que vous avez un terrain qui va être meulé, bah c'est juste le meilleur moyen en fait de dire bah tiens, hop, je meule, ah tiens, je tombe sur une carte terrain. Poup, en jeu. On est sur une carte de rampe stupide en fait, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, je vais vraiment insister là-dessus. Cette carte est stupide en termes de rampe pour les jeux auto-meule. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et le fait que, en plus d'elle-même, elle puisse fournir de l'automeule supplémentaire, bah, c'est un bon point en fait. C'est un très bon point là-dessus pour réussir à aller de l'avant et à progresser en fait dans cette rampe. Et vu que la carte coûte relativement peu cher, hein, je trouve que 4 mana c'est quand même donné pour ce que ça fait. Ben là, je pense que dans vos jeux automeule, vous allez vouloir ramper comme des gros sagouins maintenant, hein. On vous voit, hein. On sait ce que vous faites dans vos decks. On continue avec une petite créature qui s'appelle le Fongus Insidieux. C'est une créature Fongus, c'est bien, vous suivez. Qui coûte 1 vert, c'est une 1/2, et pour 2, vous la sacrifiez, vous choisissez l'un. Vous détruisez un artefact, vous détruisez un enchantement, ou vous piochez une carte. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de terrain de votre main. Quoi? Bah ouais, je sais, hein. Alors, le Fongus, en fait, je l'aime parce qu'il est très très flexible. Destruction d'artefacts et d'enchantements, c'est excellent, c'est toujours une bonne chose à avoir. Elle coûte peu cher, elle peut se mettre en place rapidement, et le coût de sacrifice est très raisonnable. Mais ce qui est dingue en plus, c'est qu'il y a même de la rampe, encore une fois, je vous rappelle, ça fait 4 cartes du vert, ça fait 3 cartes qui rampent, hein, voilà, donc on va se calmer 2 secondes, hein, ou pas. Mais le Fongus Insidieux, techniquement, est encore une carte de rampe, puisqu'elle nous permet directement de poser encore un terrain. Alors, on n'est pas au niveau de certaines cartes qu'on connaît très bien, voilà, qui se font en éphémère,
qui font arriver sur le champ de bataille dégagé. Ok, d'accord. Mais quand même, on est quand même plutôt pas mal là-dessus parce que on a une énorme flexibilité sur une toute petite créature qui a que des bonnes stats. Je veux dire, pour 1, c'est une 1-2 déjà de base. Ok. Bon, voilà. C'est jouable dans les jeux Fungus et les jeux Saprobionte, pourquoi pas. Et c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses. Donc ouais, le Fungus Insidieux, ça m'a l'air d'être une très bonne carte, et si vous jouez Réanimator, Sacrifice, etc., des cartes du style de Meren, par exemple, ça paraît pas mal du tout, en fait. On continue avec le Gob Mouche Omnivore, une créature plante qui coûte 3 dont un vert, c'est une 2-4 qui a le délire. À chaque fois qu'elle arrive ou qu'elle attaque, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, distribuez 2 marqueurs +1, parmi une ou 2 créatures ciblées. Puis s'il y a au moins 6 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, doublez le nombre de marqueurs sur ces +1 sur ces créatures. Ok, alors j'ai eu un doute, hein, honnêtement, mais en fait, on est sur une double stratégie avec cette carte qui est à la fois automeule, sacrifice, remplissage de cimetière, enfin bon, voilà, vous avez compris l'idée, et marqueur +1. Voilà, alors, j'ai jamais trop vu cette stratégie-là développée, notamment par absence réelle de commandant qui puisse aller dans cette direction-là, mais pourquoi pas? C'est envisageable derrière, ou alors simplement se dire que avant tout on est là pour remplir le cimetière et que le gomme-mouche est là pour renforcer nos créatures. Bien sûr, là, bien sûr. Pour moi ça reste une bonne carte, mais c'est vrai que s'il n'y a pas le délire par contre, elle fait rien. Mais alors elle fait rien. On perd même l'effet d'arriver en jeu, c'est juste une 2-4 pour 3 quoi. Donc là-dessus, il faut vraiment la mettre dans des decks en fait qui sont sûrs de pouvoir bien remplir le cimetière relativement rapidement pour que le gomme-mouche puisse faire son effet de délire. Et oui, sinon ça sert à rien. On enchaîne avec une belle bête, c'est le Hurdeur de Hantebois, une créature bête et mutant qui coûte 3 dans 2 verts, c'est une 3-3, et quand il attaque, manifestez l'effroi. Ok. Et pour 2 dont un vert, révélez un permanent face cachée ciblé. Si c'est une carte de créature, vous pouvez la retourner face visible. Alors, très intéressant du coup pour les jeux face cachée. Et comme vous l'avez vu, étant donné que c'est la capacité pour 2 qui va permettre de retourner la carte, si jamais il y avait des effets, notamment, je pense aux créatures aux cartes qui ont la mue, qui font quand elles sont retournées face visible, il y a un effet qui se déclenche. Pour 2 mana, ça sera relativement moins cher que la plupart des coûts qui vont être demandés. Même s'il y en a quelques-uns qui sont pas très chers, bien sûr. Pareil, si jamais on manifeste l'effroi sur une grosse créature qui coûte pas mal cher, le fait de se dire, juste pour 2, je peux la retourner grâce à mon Hurleur de Hantebois, c'est excellent. On est sur une très bonne carte ici. Mais il y a un truc qui me fait marrer, et là c'est peut-être un peu plus au cas où cette situation arriverait, mais il n'est pas noté que le permanent à révéler, c'est uniquement un des vôtres. Il faut juste cibler un permanent face cachée. Du coup, vous pouvez révéler le permanent face cachée de quelqu'un d'autre, et puis faire « Ah ouais, bon non, le reste face cachée. » Voilà, c'est très marrant là-dessus. Mais ouais, je suis assez impressionné, c'est une très bonne carte pour les jeux face cachée. J'avoue que là, même de manière générale, l'édition donne envie à ce niveau-là. On continue avec la lignolée, bien sûr, la lignolée de mutation, celle-ci, qui coûte 4 dont 2 verts. Vous connaissez le blabla habituel, vous pouvez payer un mana de chaque couleur à la place du coup de mana des sorts que vous lancez. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire en fait. Hein. Là, on est sur une lignolée qui est du coup 5 couleurs et non pas une couleur pour le commandeur. Et en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que, à moins de vouloir jouer vraiment de très gros sorts, parce que un mana de chaque couleur, ça représente quand même 5 mana au total, mais à moins de vouloir jouer des sorts qui coûtent au moins 7 mana, ou plus, en fait, j'ai du mal à voir l'intérêt. Voilà. Bon, après, à part Morophon, bien sûr, on fait coucou à Morophon. Faites coucou à Morophon, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mais voilà. À part Morophon, qui est l'une des rares exceptions sur ce genre d'effet, c'est vrai que ça donne pas trop envie, en fait. Ou alors, vous jouez avec Joda, le premier. Voilà, mais c'est juste pour avoir un effet redondant sur ce que votre commandant apporte. Bon. Je ne sais pas trop, je suis pas un grand fan de ce genre d'effet-là. Bon, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en feriez dans le chat, dans les commentaires, pardon. On enchaîne avec la carte qui est la Buy Box également de l'édition, c'est la Poupée Tressaillante, une créature artefact araignée jouée 2-2 pour 2 dont un vert. Elle s'engage pour ajouter un mana de la couleur de votre choix et vous mettez un marqueur Nid sur la poupée. Et vous pouvez l'engager et la sacrifier pour créer un jeton de créature 2-2 verte araignée avec la portée pour chaque marqueur sur la poupée. Mais vous pouvez le faire uniquement en rituel. Écoutez, moi c'est un bon dork. De ce que je vois, c'est que pour 2 mana, on est sur un dork 2-2, déjà, ce qui est plutôt correct, qui fait n'importe quelle couleur, c'est cool. Et surtout, en fait,
au fil de son utilisation, au fil de son utilisation, on va du coup augmenter le nombre de créatures qui pourront être créées par la suite. Et c'est dingue, mais ça fonctionne très bien, en fait. Vous pouvez le jouer dans les jeux jetons, éventuellement, dans les jeux araignées si vous le souhaitez, mais voilà, il y a pas mal de choses, j'avoue que la carte, pour moi, ça paraît plutôt bonne, quoi. On enchaîne bien sûr avec le suzerain, c'est celui de Hantebois, celui-ci, il a la classe, regardez-le. Il est créature, enchantement, avatar et horreur, pour 5 mana, dont 2 verts, c'est une 6-5 avec l'imminence 4, qui coûte 3, dont 2 verts. Et à chaque fois que le suzerain arrive ou attaque, crée un jeton de terrain incolore engagé appelé Partout, qui a tous les types de terrains de base. Ok. C'est de la rampe, encore une fois, mais avec des jetons cette fois-ci. Puisque c'est pas mieux en fait, puisque je vous rappelle qu'on a pas mal de cartes qui permettent de doubler le nombre de jetons qui sont créés par les effets. Du coup, avec le suzerain, c'est le genre de combinaison qui paraît même extrêmement dangereuse, puisque ça nous permet de créer des terrains en plus. Ça peut aller très très vite cette histoire, voilà. Donc, le Partout étant en plus une carte qui va permettre de faire n'importe quelle couleur de mana, ça veut dire que c'est très flexible et que ça permet d'être joué dans beaucoup de decks différents. Et j'avoue que là-dessus, le suzerain de Hantebois paraît très fort. Donc ouais, inquiétant. On passe au multicolore maintenant, on a fini avec le vert, avec les 10 000 cartes de rampe aussi du vert. On va passer au Cavaleur Mort-Vivant, une créature zombie qui coûte un noir et un rouge, 2-2, piétinement, célérité. Vous pouvez le lancer depuis votre cimetière si une créature non zombie est morte ce tour-ci. Si vous faites ainsi, il arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui. Et bah le Cavaleur Mort-Vivant, bah moi c'est une très bonne carte justement qui me donne envie de jouer avec mon cimetière, de dire bah tiens hop je vais ranimer. Et oui, en effet vous pouvez pas trop le faire en boucle, mais c'est pas forcément un problème quand on rappelle qu'il y a des moyens notamment d'avoir des jetons qui sont créés à la mort des créatures, et pas uniquement des jetons de zombies. Donc voilà, pourquoi pas justement tuer votre Cavaleur Mort-Vivant pour faire un mana, ça fait un jeton, vous créez en plus derrière un mana avec le jeton que vous allez sacrifier. Comme on a un jeton qui est mort, et bah du coup, qui n'est pas zombie, vous allez pouvoir relancer le Cavaleur Mort-Vivant, qui va permettre de refaire du mana, refaire un jeton, etc., etc. Donc là, je parle de combo sacrifice un petit peu, notamment avec une carte comme Hôtel Phyrexian. Oui, je sais, c'est une grosse carte, mais quand même. Donc ouais, là-dessus, Cavaleur Mort-Vivant, il est tout à fait jouable dans ce style de jeu, et il peut faire office de très bonnes combos. Donc ouais, un petit peu un remplaçant du rampeur habituel, voilà. Lui, il cavale, il rampe pas. On continue avec la Dresseuse de Gremlins, une créature humain et éclaireur qui coûte 2 mana, un blanc et un bleu. 2-2, angoisse, et à chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, et à chaque fois que vous déverrouillez complètement une pièce, créez un jeton de créature 1-1, rouge, Gremlin. Et ben alors, on pourrait se dire, ouais, c'est mignon et tout. Oui, mais attendez, quand un enchantement arrive en jeu, ce qui veut dire que si jamais vous jouez à un jeu avec beaucoup d'enchantements, la Dresseuse de Gremlins, c'est un moyen de créer des bodies pour protéger en fait votre plan de jeu et dire ouais je joue beaucoup d'enchantements, en effet je suis un peu ma petite tambouille et tout, mais pendant ce temps là j'ai mes petits gremlins qui pop et qui font je vais bloquer, voilà, donc voilà, c'est super. Là-dessus je suis assez fan en fait, elle est pas chère du tout, donc ça veut dire qu'elle se met rapidement en place et derrière elle vous permet de vous protéger dans un jeu qui va jouer beaucoup autour des enchantements. Donc oui, bien sûr que oui. On a également en petite carte, c'est un effroi grandissant, un enchantement qui coûte un vert et un bleu, il a le flash, quand il arrive, manifester l'effroi. Et bien sûr. Et à chaque fois que vous retournez un permanent face visible, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Alors, rien de transcendant, mais encore une fois, je pense aux personnes qui jouent avec des jeux avec carte face cachée, eh bien vous pouvez jouer dans l'effroi grandissant, c'est très intéressant, ça fonctionne très bien, et surtout, le fait d'avoir ce petit côté marqueur +1/+1 supplémentaire, de fournir une carte supplémentaire également en manifester, bah ça fait plaisir. Bien sûr, il y a un Planeswalker en extension, c'est Kaito, le fléau des cauchemars, qui coûte 4, dont un bleu et un noir. Il arrive avec 4 de loyauté, et il a le Ninjutsu, pas une blague, pour 3 dont un bleu et un noir. Donc en gros, si jamais vous avez un attaquant non bloqué actuellement sur le champ de bataille, vous pouvez payer 3 renvoyés dans la main pour mettre cette carte à la place engagée et attaquante. Oui, mais uniquement depuis votre main, aussi. Et truc très con, c'est oui, j'ai bien dit engagée et attaquante alors que c'est un Planeswalker. Vous allez comprendre. Pendant votre tour, tant que Kaito a au moins un marqueur loyauté sur lui, c'est une créature 3/4 ninja et il a la défense talismanique. Excellent. +1, vous gagnez un emblème, les ninjas que vous contrôlez gagnent +1/+1. 0, surveillez 2, puis piochez une carte pour chaque adversaire qui a perdu des points de vie ce tour-ci. -2, engagez une créature ciblée, mettez 2 marqueurs étourdissement sur elle. Waouh.
J'insiste vraiment sur le waouh. C'est pas un petit waouh celui-là, c'est vraiment un gros waouh. Alors évidemment, les stratégies dans lesquelles on peut le voir arriver assez vite, ça va être tout ce qui va être ninja. Oh, sans blague. Voilà, ninja, effet d'arrivée en jeu aussi, puisque bon, le ninjutsu aide à ça aussi. On a tout ce qui va être les jeux surveillés. On va être tout ce qui va être les jeux pompage de points de vie ou dégâts indirects, grâce à sa deuxième capacité. Et après, les jeux prolifération peuvent être très drôles avec Kaito, puisque, vu qu'il engage en mettant des marqueurs sur une créature et que lui-même il a des marqueurs, ça donne très envie de proliférer. Mais ce qui est assez dingue en fait, c'est que Kaito est un Planeswalker aggro, en fait. Il est très bon pour ça même. Et ça fonctionne pas mal du tout. Derrière le fait aussi de pouvoir piocher les cartes en fonction de chaque adversaire qui a perdu les points de vie, on est en multijoueur. Imaginez, juste... vous mettez un truc qui va faire perdre un point de vie à chaque adversaire, vous activez le 0, vous faites surveiller 2, piocher 3. C'est très efficace, et c'est le genre de carte en multi, en fait, qui va être recherché, qui va être joué, parce que c'est efficace. C'est vraiment très efficace. Et là-dessus, la plus-value, elle est assez énorme. Le côté ninja, il est très puissant, d'autant plus que Kaito se booste lui-même avec l'emblème, et c'est un emblème, donc voilà, c'est pas rien. Et le -2, en fait, finalement, je le trouve assez soft en comparaison avec les deux autres capacités. Mais le côté aggro est très intéressant, 3-4 ninjas pour 3 mana en ninjutsu ou pour 4, avec la défense talismanique, c'est pas rien du tout en fait, c'est vraiment très intéressant et très fort. Donc ouais, Kaito, je sens le très bon Planeswalker là pour le coup. On continue avec encore une carte blanc-bleu, ouais je sais, je vous emmerde avec ça, c'est la Nitessence Curieuse, une créature enchantement renard et Nitessence, qui est une 2-3. Et les sorts d'enchantement que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer, et les coûts de déverrouillage que vous payez coûtent 1 de moins à déverrouiller. Mais bon, du coup, les déverrouillages on en parlera plus tard, mais autant vous dire qu'une réduction sur les sorts d'enchantement et sur les déverrouillages, ça paraît quand même pas mal intéressant. D'autant plus que, chose qui est plutôt pas mal, il ne coûte que 2, il est en blanc-bleu, ce qui change un peu du blanc-vert habituel sur les réducteurs de coûts d'enchantement, et étant lui-même une créature enchantement, dans un jeu enchantement, on a tout ce côté synergique qui en revient un petit peu en boucle. Top. On continue avec le rat de bibliothèque insouciant qui coûte un vert et un bleu, c'est un humain et sorcier 2-3. Et au début de votre étape de fin, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte, à moins qu'un permanent ne soit arrivé sur le champ de bataille face cachée sous votre contrôle ce tour-ci, ou que vous ayez retourné un permanent face visible ce tour-ci. Encore une fois, pour les jeux du coup qui aiment jouer avec les permanents face cachée, amusez-vous, c'est une très bonne carte. Mais, pour ceux qui aiment aussi mettre des cartes au cimetière, c'est également une très bonne carte, puisque il ne coûte que 2 et il permet simplement de faire un loot systématique à votre fin de tour, ce qui est quand même très intéressant parce qu'il n'y a aucune condition au fait de piocher des fossés, c'est juste, c'est mon étape de fin, let's go, voilà, on va piocher des fossés. Et on termine le multicolore avec Sonder par-delà le voile, un éphémère qui coûte 4 dont un rouge et un vert, défaussez-vous de votre main, puis piochez X cartes, X étant le nombre de types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Honnêtement, je vous avoue que la carte, je me suis posé la question si elle était réellement intéressante ou pas. Et ce qui m'a intrigué, c'est l'effet que ce soit une carte rouge-vert, et non pas une carte par exemple noir-vert. Parce que le noir-vert aime beaucoup le délire, et là, on est sur du rouge-vert. C'est un peu intriguant. Alors on a ce côté je vais repiocher des cartes, etc. Je me défausse, je repioche. Du coup, ce qui peut justifier le rouge, mais d'un point de vue mécanique, j'avoue que le côté type de carte dans le cimetière, j'ai un petit doute quand même. J'ai un petit doute, mais bien petit quoi. Un bon petit doute quoi. Mais c'est une bonne carte parce que ça se joue en éphémère, parce que mine de rien, ne serait-ce qu'avec 3 ou 4 cartes de types différents dans le cimetière, défausser votre main, si on est déjà à un stade où il vous restait plus que 2 cartes, ça peut être très intéressant de pouvoir récupérer des cartes comme ça, et c'est à vitesse éphémère, comme je l'ai dit, pour relativement pas trop cher. Donc, voilà, à jouer dans des decks qui jouent justement beaucoup de types de cartes différentes. Donc voilà, je suis curieux. On va continuer avec les cartes incolores, notamment l'aspirateur à fantôme, qui devrait vous rappeler quelque chose. C'est un artefact qui coûte 1, vous pouvez l'engager pour exiler une carte ciblée depuis un cimetière, et en fait, pour 6, en l'engageant et en le sacrifiant, vous mettez sur le champ de bataille chaque carte de créature exilée par l'aspirateur, sous votre contrôle avec un marqueur vol, et chacune d'elles est un esprit 1-1 en plus des autres types, mais vous pouvez le faire uniquement en rituel.
Alors je trouve ça très intéressant, ce petit côté, bah tiens, on va remplir un petit peu l'aspirateur au fur et à mesure, et puis après on les relâche, mais en moins fort, mais quand même, voilà. Donc là, vous allez prioriser toutes les créatures, la récupération de créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu, qui ont des effets à l'attaque aussi. Le vol est très intéressant pour ça. Peut-être à la mort, pourquoi pas. Mais en tout cas, autant vous dire que ben, moi, je suis assez intrigué par l'aspirateur à fantôme, ça paraît plutôt pas mal en fait. Si vous voulez faire un petit peu un maxi best-of dans un jeu justement où vous avez beaucoup d'effets d'arrivée ou d'attaque. Donc bon, pourquoi pas vous amuser avec ça. Un petit bonus. Les instruments de dissection, c'est un artefact équipement, celui-ci qui coûte 5 mana quand même, et quand ils arrivent, manifestez l'effroi, puis attachez les instruments de dissection à cette créature. La créature équipée gagne +2/+2 à le contact mortel et le lien de vie, et elle a équipement, sacrifier une créature. Et je vous avoue que c'est un peu pour l'équipement en fait que j'ai mis cette carte dans la liste. Fallait que je l'aborde, parce qu'en fait, on est sur un moteur à sacrifice qui est gratuit. Simplement dire, ah bah tiens, je vais l'équiper sur une nouvelle créature, ah bah je peux sacrifier la créature à laquelle elle est équipée actuellement, ou une autre créature à côté, simplement en disant, bah tiens, c'est comme ça, c'est un moteur à sacrifice. Donc si vous avez besoin en fait de sacrifier des créatures, c'est une très bonne carte. Les boosts, le boost et les mots-clés en plus sont très intéressants, hein, j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est vrai que avant tout, moi je ressens quand même le côté, tiens, je peux en faire un moteur à sacrifice, qui coûte un peu cher. Je suis d'accord, 5 mana c'est un petit peu excessif, mais bon, à voir là-dessus, à voir. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on termine l'incolore, plus ou moins, avec l'écran hanté, un artefact qui coûte 3, et qui permet de s'engager pour faire du blanc ou du noir, ou bien en payant un point de vie et en s'engageant de faire du vert, du bleu ou du rouge. Et pour 7 mana, vous mettez 7 marqueurs +1/+1 sur l'écran hanté, il devient une 0/0 esprit en plus de ses autres types, et vous pouvez l'activer qu'une seule et unique fois. Ouais. Alors ça me fait marrer parce qu'en fait on est sur un nouveau caillou, 5 couleurs, qui coûte que 3 mana, donc très intéressant. Le petit côté, ah bah tiens, mais je fais du blanc ou du noir, parce que c'est un esprit, donc du coup lol. Et puis pour faire les autres couleurs, il faut que je perde des points de vie, ok, pourquoi pas. Mais le petit côté aussi animation potentielle de l'écran me semble assez marrant. Mais moi ce qui m'intéressait c'est surtout le côté, je suis un gros caillou qui fait les 5 couleurs de mana. Bon, du coup, ça en fait un en plus à rajouter à la liste qui pourrait vous intéresser dans vos decks 5 couleurs. On va passer au terrain. Alors, je vais passer les terrains communs qui sont pas forcément très intéressants. Oui, 13 points de vie, nanana. Pour nous, ça allait un peu moins qu'en limité ou qu'en construit classique à 20 points de vie. Mais on va plutôt parler des autres. On va parler du repère de Valgavoth pour commencer, un terrain enchantement, défense talismanique qui arrive engagé et vous choisissez une couleur quand il arrive, et il fait du mana de la couleur choisie uniquement. À la base, je me disais, ouais, c'est quand même pas fifou. Mais en fait, le fait que ce soit un terrain enchantement rend la chose assez intéressante, puisque, vous l'avez vu, on a des capacités d'angoisse, j'ai parlé tout à l'heure des capacités de constellation qui existaient déjà auparavant, et mine de rien, avoir un terrain enchantement, c'est très important pour ce genre de capacité qui va se déclencher juste pour un terrain. Voilà, et vu que bon, la saga d'Urza, c'est un peu cher, autant dire que repère de Valgavoth, ça peut être un bon ajout sympathique, qui en plus ne peut pas être ciblé parce qu'il a défense talismanique, bah du coup, on retire l'une des principales faiblesses d'avoir un terrain enchantement en fait sur le champ de bataille. Mais, bah c'est pas mal du tout. Voilà, mais à côté de ça, il y a des défauts. Donc à voir, je pense, vraiment à utiliser avec parcimonie dans les decks qui vont vouloir l'arrivée en jeu d'enchantement. Et enfin, on doit parler des orées. Alors, c'est un nouveau cycle de 5 terrains, très intéressant, je vous avoue, puisqu'en fait, ce sont des terrains, je vais vous les faire défiler, donc l'orée de Bourbefeu, l'orée de Cimrons, de Mornebois, de la Ferme Inondée et du lac Enténébré, eh bien, ce sont 5 terrains qui fonctionnent de manière assez particulière. Chacun d'entre eux a en fait une couleur que je vais nommer principale, en gros, à laquelle on a accès quand le terrain est en jeu dès le départ, et ensuite, en fait, il y a une couleur secondaire qui est débloquée uniquement si vous contrôlez, en fait, un des terrains qui fait l'un des types de mana de la carte. Donc là par exemple l'orée de Bourbefeu, c'est du noir qui est fait de base, et elle peut avoir du rouge en plus, si jamais je contrôle un marais ou une montagne. C'est des sortes de semi-checkland, c'est un petit peu étrange, parce que voilà, les checklands sont ceux qui arrivent dégagés si vous contrôlez l'un des deux types de terrain, mais là non, vous pouvez faire un mana de l'autre couleur en plus, si jamais vous avez au moins des deux terrains. Ce qui est assez marrant là-dessus, je trouve le concept assez bon, et plutôt pas mal. Alors par contre, j'aurais 2-3 avertissements. Voilà. Les 5 terrains sont excellents, ce sont de très bons terrains, mais je vais avoir un conseil majeur. Utilisez-les avant tout en bicolore. Pourquoi? Simplement parce que, au-delà du bicolore,
ben, il y a des possibilités, des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver où vous n'aurez pas le type de terrain pour avoir accès à la seconde couleur du terrain. Du coup, ça en fait virtuellement un terrain monocolore. Ce qui est pas terrible. Là où sur un terrain bicolore, vous êtes quasiment sûr à chaque fois d'avoir au moins l'un ou l'autre qui tombe des types de terrain, et du coup ça fonctionnera, vous aurez accès à toutes les couleurs. Également un second conseil assez rapide, simplement essayez de prioriser avant tout des decks dans lesquels soit vos deux couleurs sont équilibrées en termes de représentation dans le deck, c'est-à-dire que vous avez autant de symboles de mana rouge que de mana noir par exemple pour jouer le Ré de Bourbefeu dans les cartes de votre deck, ou alors si vous avez une majorité de la couleur principale, par exemple pour le Ré de Bourbefeu, vous avez une majorité de noir dans votre deck et un petit peu moins de rouge, c'est moins gênant. Mais surtout pas la situation inverse, en mode « Ah bah tiens, j'ai beaucoup de rouge, j'ai juste un peu de noir, bah du coup je vais mettre une orée ». Non, c'est un petit peu moins intéressant. Bon après ça dépend aussi du pourcentage, de la représentation, etc. Ça je vous laisserai faire votre avis en testant évidemment votre deck, mais faites attention là-dessus. Donc vraiment, je conseille avant tout bicolore, et surtout orienté ou équilibré, enfin équilibré ou orienté autour de la couleur principale du terrain en question. Sinon, bah, il va y avoir des petits problèmes. Toujours pas fini, puisque on va parler d'un cycle que je voulais vraiment aborder à part. C'est le cycle des perpétuels, je vais l'appeler comme ça. Ce sont en fait des créatures enchantement, chacune d'entre elles, qui ont des capacités, statiques notamment, enfin ou déclenchées, et en gros, qui ont une capacité par contre commune, c'est quand ces créatures enchantement meurent, si elles étaient créatures, eh bien on va les renvoyer sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire, uniquement en tant qu'enchantement. Du coup, ce sont des créatures qui redeviennent des enchantements. Assez marrant là-dessus, c'est un peu l'inverse de la grâce, d'une certaine façon. C'est assez drôle. Mais du coup, ceci étant dit, bah, je vais faire un petit peu le topo de chacune d'entre elles. On a l'innocence perpétuelle en blanc, pour 3 dont 2 blancs. 2-1, lien de vie, c'est un mouton, pénitescence. À chaque fois qu'au moins une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, piochez une carte, cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Je passe le reste, je vais vous expliquer comment ça fonctionnait. Mais en gros, une licence perpétuelle, comme j'en avais parlé un petit peu avec les commandants de l'extension, ça relance la stratégie en fait créature à 2 de force et moins. Et j'avoue que le fait de pouvoir piocher, eh ben c'est un bon bonus, plutôt sympa, mais je trouve ça un petit peu limité. Mais le fait de l'avoir potentiellement en enchantement par la suite, fait que ça perdure, et c'est plutôt pas mal efficace tout ça. Mais après il y a sa cousine, la curiosité perpétuelle en bleu, qui coûte 4 dont 2 bleus. C'est une 4-3 flash, et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Wouah! Alors, je viens de vous rappeler, hein, on a fait juste avant une carte en blanc, juste avant, hein, une carte en blanc qui fait piocher uniquement une fois par tour, à l'arrivée en jeu. Là, c'est à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle touche. Je peux vous dire que c'est assez fort, voilà. C'est même très fort, et l'avantage c'est de pouvoir la récupérer 2 fois. De l'avoir en flash également à disposition, donc du coup vous pouvez la lancer juste avant votre tour, ou durant la phase de combat si vous voyez que d'un seul coup toutes vos créatures ne sont pas bloquées. Waouh! Bah hop, on va la lancer, on va récupérer beaucoup de cartes. Et c'est très intéressant en fait, à partir du moment où on a un jeu assez aggro, pourquoi pas un jeu Félix aux 5 bots, n'est-ce pas? Voilà. Donc autant vous dire que ouais, Curiosité perpétuelle, bah ça paraît être vraiment une des excellentes cartes du cycle. Mais on a aussi la ténacité perpétuelle en noir, un serpent nitescence pour 4 dont 2 noirs, 4-3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un adversaire ciblé perd autant de points de vie. Bah écoutez, moi ça me rappelle quelque chose ça, hein. Ça me rappelle en effet des cartes de combo, hein. Je gagne des points de vie, tu perds des points de vie. Bah oui, on est en effet face à des cartes de combo déjà existantes dans le format, qui permettent justement d'enchaîner et de faire perdre des points de vie, récupérer des points de vie, et voilà, etc. Et la ténacité, bah, ça en fait une nouvelle addition qui est très intéressante. Maintenant, on va parler du courage perpétuel, qui coûte 4 dont 2 rouges, c'est un chien initescence. Joli, le dogo. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, elle gagne +2/+0 et la célérité jusqu'à la fin du tour. Et ça fait très plaisir, parce que du coup, je repense un petit peu à ce qu'on avait eu avec notamment le duo avec Satoru et Goro, qui permettait du coup de jouer justement sur « Ah, les créatures viennent d'arriver, elles mettent des dégâts, donc du coup on va faire des trucs, etc. » Bah, courage perpétuel, ça fait très plaisir d'avoir ce genre de carte, d'autant plus qu'il ne coûte que 4. C'est pas cher du tout, on avait déjà d'autres cartes qui existaient comme ça, mais là, le fait de pouvoir en plus le récupérer en tant qu'enchantement en cas de problème, bah c'est génial, voilà. J'avoue que ça fait plaisir.
Et enfin, on a la vitalité perpétuelle qui coûte 3 dans 2 verts, c'est une 3-3 vigilance, c'est un elfe, unité science. On dirait plutôt un élan, c'est bizarre. Les créatures, enfin une biche, oui d'accord, ok. Les créatures que vous contrôlez ont, vous l'engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ouais. Alors là on parlait de la survie qui pouvait fonctionner avec les véhicules, etc. Mais ça peut fonctionner aussi à fond avec ce genre de carte là. Et évidemment, bah, la vitalité perpétuelle se donne elle-même la capacité de faire du mana. Encore de la rampe. Voilà. Donc, autant vous dire que ouais, là, ça paraît quand même être une excellente carte. Ça peut transformer toutes vos créatures en dork en tant qu'enchantement ensuite, si jamais elles meurent. Donc, vraiment une très bonne carte aussi pour fixer un petit peu vos couleurs. Ça se jouera très bien dans les decks très colorés, donc top. Le cycle des perpétuels, en fait, je le trouve très intéressant parce que après, la puissance varie d'une carte à l'autre. Honnêtement, pour moi, la bleue et la verte sont clairement au-dessus. La rouge, la blanche et la noire sont juste un peu derrière. Mais globalement, on est quand même sur des cartes qui sont intéressantes et qui ont toute une vraie pertinence. Le fait d'avoir ce côté, hop, on va d'abord être créature, ensuite repasser enchantement au besoin, fait que du coup, on craint moins aussi de se les faire tuer. Parce que généralement, quand on a des créatures qui ont un impact assez fort dans la partie, qui ont un effet assez mastoc, on a toujours peur de se les faire gérer, ou alors il va falloir les protéger à fond. Là, le fait de se dire, je vais les avoir en tant qu'enchantement derrière, bah du coup, déjà, ça dissuade un peu les adversaires de les gérer, ou alors ça leur fait dire, bah, il va falloir qu'on trouve en plus une gestion d'enchantement en plus. Ah, mon dieu, terrible. Terrible, terrible. Mais voilà, en tout cas, le cycle des perpétuels me paraît très pertinent et très fort en général. Mais on n'a pas fini, parce qu'il nous reste les pièces à aborder. Et du coup, je vais prendre la première des pièces pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de celle-ci. Les pièces, c'est un nouveau type d'enchantement. Ici, je vais vous prendre du coup l'atelier du fabricant de poupées et la galerie de porcelaine. En fait, vous regardez, la pièce est divisée en deux. Quand vous allez lancer la pièce, vous allez choisir quel côté vous allez lancer, en fait. Quel côté vous allez déverrouiller. Donc, vous payez le coût, par exemple, de l'atelier de fabricant de poupées, en payant 2 mana, et du coup, vous n'avez que cette partie-là qui est considérée comme étant lancée. L'autre n'est pas lancée. La carte arrive en jeu, et au moment où elle arrive en jeu, on va considérer que vous déverrouillez, en fait, la porte, l'accès à la partie que vous avez lancée. Voilà, donc ici, l'atelier du fabricant de poupées. Il y a des fois des capacités déclenchées au moment où vous déverrouillez cet accès, cet accès à la pièce. Donc, vous le verrez un petit peu plus tard, hein, il va y en avoir. Mais voilà, ça va du coup déclencher ces effets-là. On a des effets déclenchés à d'autres moments. On a des effets qui sont statiques. Je pense que vous avez un petit peu tout vu au niveau du fonctionnement. Sauf un détail. L'autre accès, vous pouvez aussi le déverrouiller. Et c'est pour ça justement que l'angoisse fonctionne très bien. Plus tard, en vitesse rituelle, en fait, vous pouvez payer le coût, en fait, pour déverrouiller l'autre partie de la pièce. Et du coup, vous aurez déverrouillé l'intégralité de la pièce, vous aurez déverrouillé complètement la pièce. Et du coup, ça déclenchera vos capacités d'angoisse également. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est aussi une capacité, une action spéciale, donc du coup, il n'y a aucun moyen d'y répondre pour les adversaires. Ça peut faire mal un petit peu. Donc là-dessus, voilà, il n'y a pas moyen de répondre à quelqu'un qui veut ouvrir la pièce, ou qui a décidé d'ouvrir la pièce. Bon, c'est comme ça, c'est la règle. On va maintenant passer un petit peu à la description l'analyse un petit peu de ces pièces, parce qu'il y en a quelques-unes. Je vous les ai pas toutes mises parce que il y en a des communes, des unco, des rares, des mythiques, et honnêtement, il y en a quelques-unes qui sont juste, ouais, voilà quoi. On peut s'en passer. Parlons du coup de l'atelier du fabricant de poupées et de la galerie de porcelaine. L'atelier du fabricant de poupées coûte 2 dont un mana blanc. Chaque fois qu'au moins une créature non jouée que vous contrôlez attaque un joueur, créez un jeton de créature, artefact, 1/1 blanche jouée. Et la galerie de porcelaine coûte 6 mana dont 2 blancs. Les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base, chacune égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Alors, d'un côté on a un atelier du fabricant de poupées qui est très intéressant. Je vous avoue que bon... créer des jetons quand on attaque, c'est très puissant. Il n'y a pas vraiment besoin de vous faire un dessin là-dessus. Hein. Donc on attaque, on crée un jeton en plus, c'est très intéressant, ça augmente le board rapidement. C'est du Winnie, voilà, clairement. Hein. De toute façon, c'est une carte de Winnie, les deux parties le sont. Et la galerie, eh ben, on est vraiment sur ce côté, en effet, Winnie. On va avoir plein de créatures, une masse de créatures qui vont être sur le champ de bataille, et du coup, la galerie va nous permettre de rentabiliser ça. C'est... ouais, vos créatures, elles sont un peu petites, c'est des 1-1, des 2-2, des 3-3 peut-être. Ok, d'accord. Galerie de porcelaine, massif maintenant. Plus t'as de créatures, plus ça va être imposant. Ça sera rarement un problème en fait, vous allez systématiquement le jouer en fait avec des créatures et des decks qui sont faits pour avoir des petites bêtes en jeu. Et du coup, bah, la combinaison atelier-galerie, elle est parfaite pour ce style de jeu.
Après, vous pouvez jouer aussi avec des jeux jetons, puisque bon, l'atelier fait aussi des jetons, mine de rien, donc là-dessus ça peut être intéressant, ou des jeux créatures artefacts, puisque les jouets sont aussi des créatures artefacts. Donc là-dessus, très intéressant. J'avoue, très bonne carte justement pour un côté assez agressif sur la masse de créatures que vous pouvez avoir. La suivante, c'est une pièce qui s'appelle le bloc opératoire et la chambre d'hôpital. Le bloc opératoire coûte 2, dont un blanc. Quand vous déverrouillez cet accès, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Et la chambre d'hôpital coûte 4, dont un mana blanc. À chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. Je vous avoue que je vous en parle ici à cause du bloc opératoire. Parce que, mine de rien, pour 2 mana ranimer une créature qui coûte 3, eh ben c'est un truc que vous devez déjà vous rappeler un petit peu. C'est déjà arrivé. Récemment, dans ces dernières années, on a eu beaucoup de cartes qui permettaient de ranimer des créatures qui coûtaient 3 ou moins. Et c'est super intéressant, parce que du coup, on retrouve un petit peu ce côté « Ah bah tiens, j'ai plein de créatures à droite à gauche et tout », et surtout des petites créatures. Donc encore une fois du Winnie. Oui, je sais, ça fait 2 d'affilée, mais voilà. Et la petite chambre d'hôpital à côté, c'est un bonus. Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit une gigantesque carte, mais un petit marqueur de temps en temps pour l'attaque, pourquoi pas. Voilà, ça peut être sympa. On continue encore avec une dernière pièce blanche, c'est le théâtre éblouissant et la salle des accessoires. Le théâtre éblouissant coûte 4 mana dont un blanc. Les sorts de créatures que vous lancez ont la convocation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir engager des créatures pour payer le coût soit générique, soit coloré si ça correspond à la couleur de la créature engagée. Et la salle d'accessoires coûte 3 dont un blanc. Dégagez chaque créature que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Et ben, waouh. Vraiment, waouh. J'ai vu la carte, j'étais bluffé. Parce que convocation sur tous vos sorts de créatures, c'est très fort, surtout pour 4 mana. Voilà, c'est vraiment excellent, c'est pas cher du tout. Et la salle d'accessoires, bah alors c'est bizarre parce que du coup on peut la lancer avant, elle coûte moins cher. Mais le fait de dégager les créatures que vous contrôlez, à chaque étape de dégagement de chaque joueur, bah en multijoueur c'est évidemment très fort. D'autant plus, si vous l'utilisez par exemple pour convoquer pendant votre tour, vous dites « Oh bah j'engage toutes mes créatures pour convoquer une autre plus grosse créature », bah, je vais les dégager, du coup j'aurai à nouveau accès peut-être à des capacités activées. Vous pouvez également l'utiliser en fait avec le flash, puisque bah, vous pouvez très bien convoquer à nouveau une créature qui a le flash grâce à vos créatures que vous venez de dégager. Et du coup, bah voilà, vous avez vos bloqueurs, capacité activée, éventuellement de nouvelles convocations. C'est pas rien, en fait, là-dessus. La salle d'accessoires, c'est une très bonne carte. On a déjà d'autres cartes qui font ça, en fait, dans Magic. Mais là, on est sur un coût très peu élevé, sur un enchantement, donc très difficile à gérer. Et pareil pour le théâtre éblouissant, en fait, c'est une carte qui est excellente à tout point de vue. Peut-être même meilleure que la mythique qu'on a vue juste avant. On va passer maintenant aux pièces bleues avec la pièce ascenseur central, escalier prometteur. Je vais avoir des choses à dire là-dessus. On a du coup l'ascenseur central qui coûte 4 dont un bleu. Quand vous déverrouillez cet accès, cherchez dans votre bibliothèque une carte de pièce qui n'a pas le même nom qu'une pièce que vous contrôlez. Révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Et les escaliers prometteurs coûtent 3 dont un bleu. Au début de votre entretien, surveillez 1. Vous gagnez la partie s'il y a au moins 8 noms différents parmi les accès déverrouillés des pièces que vous contrôlez. C'est une carte faite pour ce style de jeu. Alors là, je vais citer Marina Vandrel, qui est du coup le commandant pièce 5 couleurs proposé par l'extension. Autant vous dire que oui, ça paraît quand même être excellent, en fait, dans ce deck-là, puisque du coup, on ne parle pas d'avoir 8 cartes de pièces, on parle d'avoir 4 cartes de pièces avec tous les accès déverrouillés, c'est suffisant pour dire « j'ai gagné la partie ». Voilà. Pour ceux qui se plaignaient des decks portes, voilà. Maintenant, il y a les decks pièces, voilà. Pour tous ceux qui s'amusent avec leurs petites portes, moi voilà, hein, maintenant je vous troll, il n'y a pas de problème. Mais voilà, autant vous dire que moi je suis assez heureux d'avoir un autre moyen de gagner avec un autre type de carte à côté. Donc bon, du coup, l'ascenseur central, il est excellent. En fait, les deux parties de la carte sont très synergiques et fonctionnent très bien dans l'optique de jouer un deck Marina Vandrel ou un deck pièce en général. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose à rajouter en fait, hein. La carte est très bonne pour ce style de jeu. Par contre, en dehors, c'est évident que il n'y a pas vraiment besoin de ce genre de carte, quoi. Après, on peut jouer sur les escaliers prometteurs et dire surveiller 1 dans un jeu surveille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le reste de la carte ne servira pas, et ce qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est au moins déjà ça de prix. On finit le bleu avec la galerie de miroirs et le royaume fracturé. La galerie de miroirs coûte 3 dont un bleu. Quand vous déverrouillez cet accès, créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté que c'est un reflet en plus de ces autres types de créatures. Le royaume fracturé coûte 7 mana dont 2 bleus. Si une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus.
Ce qui est très amusant, très amusant, c'est que techniquement, lancer d'abord le royaume fracturé et ensuite la galerie de miroirs est plus efficient, puisque le royaume fracturé va déclencher une fois de plus la capacité de la galerie de miroirs. Bah oui. Et encore une fois, on se retrouve sur un déclencheur de capacité, enfin, un doubleur de déclenchement de capacité, et je vous avoue que bah, c'est pas plus mal en fait d'avoir encore du nouveau, mais cette fois-ci en bleu aussi. Donc, j'avoue que, ouais, il y a un côté assez intéressant en fait dans cette double carte. Le côté simple copie du côté de la galerie, et le royaume en fait a vraiment ce côté bah, ultra multifonction, mais par contre, il faut payer le coût qui va avec, quoi. Donc bon, c'est très intéressant. On passe maintenant aux pièces noires avec l'annexe impie et la chambre de rituel. L'annexe impie coûte 3 dont 1 noir. Au début de votre étape de fin, piochez une carte. Si vous contrôlez un démon, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Sinon, vous perdez 2 points de vie. La chambre de rituel coûte 5 dont 2 noirs, et quand vous dévorez cet accès, créez un jeton de créature 6/6 noir démon avec le vol. Bah, j'avoue que l'annexe impie en elle-même, elle suffit déjà en fait. La chambre de rituel, c'est vraiment un bonus au cas où, ah bah tiens, je vais peut-être avoir un petit démon en plus, voilà, j'ai du mana disponible, ou bien il me faudrait peut-être un démon pour éviter de me prendre les dégâts de l'annexe. Voilà. Mais je pense que la chambre de rituel, c'est vraiment pas le focus principal autour de cette pièce. Ça va vraiment être l'annexe de dire j'ai un bonus, je pioche des cartes en plus. Pourquoi pas? Voilà. Ça fait plaisir. Là-dessus, je suis assez convaincu en fait par l'annexe impie. À voir dans quel style de jeu vous voulez le jouer. Souvent, ça va être des jeux qui vont utiliser les démons de manière assez conséquente hein, pour pouvoir avoir accès à un démon régulièrement et être sûr de toujours en avoir un sous la main. On passe maintenant à la pièce mythique en noir, c'est le funérarium et la salle d'éveil. Le funérarium coûte 3 dont 1 noir, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. La salle d'éveil coûte 8 mana dont 2 noirs. Quand vous déverrouillez cet accès, renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de créatures depuis votre cimetière. Ok. Le funérarium, c'est encore une fois une carte d'aristocrate. C'est encore une fois un effet d'aristocrate qui va dire « Oh bah tiens, j'ai des créatures qui meurent, bah du coup, bam, vas-y, mes adversaires ils perdent des points de vie, je gagne des points de vie. » Vraiment, je suis sûr que aristocrate n'avait vraiment pas besoin d'effets en plus. C'est une blague, hein, c'est du sarcasme, voilà. C'est vraiment... on est encore sur un... Ça m'énerve en fait d'une certaine façon parce que on a encore un effet d'aristocrate en plus qui se déclenche exactement de la même façon, qui est toujours aussi peu cher avec juste 3 mana. Et honnêtement, c'est très agaçant. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Derrière, la salle d'éveil, en fait, elle est forte, mais par contre, elle ne ranime que votre cimetière, ce qui en fait, si on compare à Ascension des Royaumes Obscurs, eh ben, je la trouve plutôt moyenne, du coup. Je me dis qu'il y a d'autres cartes peut-être plus puissantes, mais en fait, j'ai l'impression que c'est le funérarium qui fait un peu tout dans cette carte-là. Donc bon, on passe à la suite. La seule pièce rouge que je voulais aborder avec vous, c'est le foyer calciné et l'espace déformé. Le foyer calciné coûte 4 dont 1 rouge. Au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Bien. Et l'espace déformé coûte 6 dont 2 rouges. Une fois par tour, vous pouvez payer 0 à la place de payer le coup de mana d'un sort que vous lancez depuis l'exil. Ouais, c'est fort. Le foyer calciné, en fait, c'est juste une bonne carte d'Impulse Draw. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est vraiment juste bien. Et l'espace déformé derrière, en fait, par contre, c'est vraiment juste top. Tous les jeux qui vont vouloir jouer dans l'exil, je pense à Prosper, à Faldorn, etc. Tous les jeux qui vont vouloir jouer depuis l'exil, ils vont se régaler à fond. Parce que derrière, ça va juste être « Ah bah tiens, je lance gratuitement une carte qui coûte la blinde. » Donc bon, dans ces jeux-là, ça va être très puissant. Et je pense qu'il y en a qui vont vraiment s'éclater avec ce genre d'effet pour leur jeu exil. On enchaîne maintenant avec le vert et avec le dressing et la cave oubliée. Ouais, c'est deux choses très différentes. Le dressing coûte 3 dont 1 vert, vous pouvez jouer les terrains depuis votre cimetière. Ok. Et la cave oubliée coûte 5 dont 2 verts, et quand vous déverrouillez cet accès, vous pouvez lancer des sorts depuis votre cimetière ce tour-ci. Et si une carte devait être mise dans votre cimetière d'où qu'elle vienne ce tour-ci, exilez-la à la place. Très marrant d'avoir ça en vert, du coup, qui ressemble à des trucs qu'on a d'habitude dans d'autres couleurs. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, et ben j'avoue que le dressing, pas grand-chose à dire, c'est un enchantement qui fait un effet du type creuser des mondes. C'est une bonne chose d'en avoir un en plus, cette fois-ci sous la forme d'un enchantement plutôt qu'une créature ou un artefact, donc ok, let's go, c'est bien. La cave oubliée, ouais. Là, on est clairement, ça détermine clairement que cette carte en entier veut de l'automeule, veut remplir le cimetière, pour ensuite relancer après les sorts. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que bon, ok, si une carte devait être mise dans un cimetière, elle est exilée à la place,
Mais si on rejoue des créatures ou des sorts de permanents grâce à la cave oubliée, ça sera pas un problème là-dessus. Donc ouais, très bonne carte. Et on a la serre et le gazebo bancal. La serre coûte 3 dont 1 vert, les terrains que vous contrôlez ont ajouté un mana de la couleur de votre choix en les engageant. Et le gazebo coûte 4 dont 1 vert. Quand vous déverrouillez cet accès, meulez 4 cartes, puis renvoyez dans votre main jusqu'à 2 cartes de permanent parmi elles. Alors la serre est un énorme fixe pour les decks très colorés, donc je vous avoue que ça me paraît être une très bonne carte de manière générale. Hein. Et le gazebo, ben si vous aimez jouer avec votre cimetière, récupérer des cartes de permanent, faire de la réanimation, bah c'est bien aussi en fait. Donc du coup, une carte qui s'adapte plutôt pas mal en fait dans certains decks, beaucoup de réanimation, d'automeule, et que si c'est très coloré, bah ça correspondra parfaitement en fait comme pièce. On a quelques pièces multicolores, j'en ai 2 à aborder avec vous. Le bureau privé et la salle de conférence. Le bureau privé est en blanc et il coûte 4 dont 2 blancs. Quand vous déverrouillez cet accès, détruisez toutes les créatures avec une force supérieure ou égale à 3. Et la salle de conférence coûte 7 dont 2 bleus. Les autres permanents que vous contrôlez ont la défense talismanique. Je pense clairement que c'est le bureau privé qui va intéresser beaucoup de monde. La salle de conférence, elle est très bien. Il n'y a pas de problème, la salle de conférence, ça peut même être très très sympa, mais ça coûte cher. Voilà. Le bureau privé, il a cet avantage en fait de pouvoir réussir à défoncer un board de grosses créatures, ce qui peut être très avantageux, notamment si vous jouez du coup dans un jeu blanc-bleu, c'est peut-être avec des petites créatures, peut-être des créatures qui volent un petit peu, et c'est vrai que le bureau privé va peut-être réussir à réduire un petit peu les forces adverses, de manière à vous permettre de vous développer correctement. Donc là-dessus, ouais, moi je trouve que c'est une bonne carte. Et enfin, dernière carte, c'est le fourneau rugissant et le sauna bouillonnant. Le fourneau rugissant coûte 2 dont 1 rouge. Quand vous déverrouillez cet accès, cette pièce inflige à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans votre main. Ok. Le sauna bouillonnant, lui, coûte 5 dont 2 bleus. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main, et au début de votre étape de fin, piochez une carte. Ok, donc là on retrouve quasiment ce qui se passait dans l'annexe impie un petit peu plus haut en noir, avec le côté, ah bah tiens, je pioche en étape de fin, sur le sonaille bouillonnant, mais on a en plus l'absence de limite, et pas de contre-coup. Donc, génial. Le fourneau rugissant, je le trouve un petit peu ok, mais en fait, j'ai presque envie de d'abord lancer le sauna bouillonnant, pour cumuler des cartes un peu plus rapidement, et débloquer ensuite le fourneau rugissant pour mettre des blessures à ce moment-là. Parce que je vous avoue que c'est un peu dommage. Il fait un effet juste au moment où on le débloque, et qui est que sur une seule créature, même si c'est pas très cher à faire, je suis d'accord. Bah en fait, ça donne une certaine forme de flexibilité. Si vous avez besoin en début de partie de gérer une carte qui pourra être une créature qui pourra être un peu difficile à gérer plus tard, fourneau rugissant peut être très bon. Et si jamais la carte arrive plus tard, cette pièce arrive plus tard, vous allez avoir envie de lancer peut-être d'abord le sauna bouillonnant pour faire ensuite le fourneau plus tard, sur une grosse créature avec plus de cartes à votre disposition en main. C'est assez flexible là-dessus, je comprends. Voilà. Mais bon, du coup, pour le topo de ces pièces, bah, c'est très intéressant, c'est une mécanique qui vaut le détour, qui donne une forme de flexibilité un petit peu particulière, mais ouais, ça vaut le coup. Et si vous voulez mon avis sur l'intégralité de cette extension de base, sans parler des decks commandeurs, on en reparlera la prochaine fois, hein, n'est-ce pas? Vous le savez déjà. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est un peu mitigé. Et les gens vont être là. Quoi? Mais Thibaut, tu viens de passer tout ce temps à... Ouais. En fait, c'est assez mitigé parce que j'ai l'impression de revoir un petit peu des gimmicks dans le set. Dans cette édition, en fait, on a beaucoup de références. Alors, ce qui n'est évidemment pas forcément un mal, bien sûr. Mais on a beaucoup de références. On a des cartes avec des petites améliorations par-ci, par-là. Mais en fait, il y a 2-3 trucs qui sont originaux. Et après, le reste, en dehors des pièces et de l'imminence, j'avoue que le reste, bah en fait, ça me paraît être un peu du réchauffé. Voilà. Les lignelets qu'on revoit, on a un cycle lignelet, on a un cycle des perpétuels qui est très intéressant, mais mine de rien, en fait, qui devient, comme je disais tout à l'heure, hein, une forme de grâce inversée, c'est plutôt que d'avoir des enchantements qui redeviennent des créatures, on va avoir des créatures qui redeviennent des enchantements. Waouh. C'est vrai que là-dessus, le fait d'avoir 3 cycles qui traînent en même temps, plus le cycle de terrain, ça donne l'impression en fait que tout est cyclique et très calibré en fait. Du coup, le ressenti il est un peu bizarre dessus. Après, je ne dénigre pas la puissance des cartes, je veux dire, je viens de parler de toutes ces cartes-là, il y a pas mal de choses intéressantes, mais je sens le set un petit peu plus, même si les mécaniques sont liées les unes aux autres, je le sens un peu plus décousu par rapport à ce qu'il peut nous apporter pour le commandeur.
Ça va être des cartes un petit peu par-ci par-là qui vont être intéressantes à droite à gauche. Les commandants, par contre, on en a parlé dans la dernière vidéo, donnent une vraie direction et un vrai intérêt en fait à certaines des cartes dont je viens de parler aujourd'hui. Mais c'est vrai que de manière générale, j'ai un petit côté où je me dis ouais, des choses intéressantes, mais en fait, pour des decks déjà existants, ou bien avec certains commandants de l'extension, mais il n'y a rien qui me fait dire ah bah tiens, ça débloque des possibilités, etc. Non, c'est juste, ça s'ajoute à des choses déjà existantes pour une partie. Et voilà, ça permet à la limite de prolonger un peu l'expérience de certaines mécaniques, etc., de la développer un petit peu plus, oui, mais je ne sais pas, le ressenti est un petit peu étrange, parce qu'après, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi pas mal d'unco à côté qui sont intéressantes, hein, mais qui sont juste ok, en fait, qui vont juste être des ajouts un peu systématiques, évidents pour certains, et puis voilà, ou juste se dire, ah oui, ça peut rentrer dans ce deck-là, voilà, ok. Mais sans non plus que ce soit, oh mon dieu, tiens, ça change tout, ah bah tiens, il y a des possibilités, il y a des choses en plus. Ça, voilà, les commandants m'ont plus inspiré en fait que le reste de l'extension là-dessus, ça c'est sûr, les commandants m'ont inspiré. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Mais c'est vrai que là, l'extension elle-même, bah, j'ai l'impression que c'est presque une extension de soutien, dans certains cas. Et 2-3 bricoles qui sont intéressantes, mais du coup, qui vont un peu dans des sens très différents, quoi. Donc bon, je suis dubitatif, mais quand même, je trouve que c'est une bonne édition. Voilà, c'est plus... je pense qu'on va pas avoir beaucoup de decks 100% morne brune qui vont voir le jour. Il y en a quelques-uns, bien sûr, qui sont possibles, notamment avec les pièces, bien sûr, mais voilà. Si on fait exception des pièces qui ont apporté quelque chose de vraiment très nouveau, bah c'est vrai que le reste, je me dis, ça s'intègre dans d'autres stratégies, plutôt que d'en créer des nouvelles à proprement parler, quoi. Voilà. Bon, c'est mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord, je vous invite dans les commentaires à le dire, et après cette très longue vidéo, je vais me coucher. Non, je déconne. Il n'est pas encore l'heure. Mais par contre, je vous invite à balancer les commentaires, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des decks cette fois-ci, ça va être très intéressant. Bref, on se dit à la prochaine et salut à tous. Bye bye.